Bonjour à tous, bienvenue dans le Café des Hommes, dans le deuxième numéro donc, de la deuxième saison. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir le romancier Patrice Jean, donc, qui nous fait l'honneur de venir dans notre café pour parler de ses romans et notamment de son dernier roman qui s'appelle Tour d'Ivoire, qui a été publié aux éditions de la rue Fromentin, comme d'ailleurs son précédent roman qui a eu pas mal de succès, qui s'appelle L'homme surnuméraire. Et nous l'avons invité aujourd'hui dans le Café des Hommes pour parler justement des problèmes des hommes, parce que ces romans illustrent en partie, ce n'est pas simplement leur objet, mais quand même traitent essentiellement de la condition de l'homme moderne, c'est-à-dire du mâle moderne, on va dire du mâle blanc moderne. Donc, c'est pour cela que nous l'avons invité, parce que c'est rare d'avoir aujourd'hui des écrivains qui parlent à la fois avec talent et avec franchise des déboires de l'homme dans la société contemporaine et des malheurs et des heures et des malheurs de l'homme moderne. Donc nous allons parler de ces romans, en particulier des deux derniers, de l'homme surnuméraire et de la Tour d'Ivoire, pardon, pas la Tour d'Ivoire. Mais avant tout, Patrice Jean, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Bien, alors oui, j'ai écrit plusieurs romans, dont le dernier c'est Tour d'Ivoire, donc j'ai 52 ans et je vis dans l'ouest de la France et je suis autrement professeur de lettres dans un lycée exactement à Saint-Nazaire. Donc, pour parler de ces deux romans, merci beaucoup Patrice Jean de nous avoir rejoints. Effectivement, vous êtes un excellent auteur. En tout cas, sur ces deux ouvrages, vous avez signé une critique intéressante de la modernité et du statut de l'homme moyen moderne. On a plusieurs thèmes qui semblent revenir dans ces deux ouvrages et peut-être Radou essaiera de faire le lien avec vos précédents ouvrages également. Ces thèmes, c'est des thèmes politiques, donc on a effectivement cette espèce d'impression du déclassement français, de la France périphérique qui ne croit plus à un idéal qui est en train de s'effilocher. On a tout un thème autour de la littérature, très intéressant et dont on va probablement parler puisque vous êtes vous-même écrivain. Et on a également tout un tas d'éléments sur la masculinité et la condition de l'homme. Dans l'homme surnuméraire en particulier, on a toute cette réflexion autour du rôle du père, du mari. Est-ce que le père ou le mari n'est pas finalement un homme en trop, un homme inutile, dont on pourrait se passer, dont la société tout entière pourrait se passer? Voilà, autant de questions très intéressantes qu'on va essayer d'éclaircir avec vous et avec Radu Stoenescu, qui, je le rappelle, tient aussi une chaîne YouTube, Radu Stoenescu, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Tour d'Ivoire est le cinquième roman publié de Patrice Jean, n'est-ce pas? C'est le cinquième. Alors bon, je dis publié parce que je pense que vous avez écrit beaucoup plus que cela. Oui. Et donc, le premier était celui-ci, La philosophie selon Bernard, qui est extrêmement drôle, parce que ça commence par une plaisanterie, c'est-à-dire que un individu lambda, un employé de banque entend un jour sa cadre supérieure dire « ce gars, c'est un philosophe », et donc il a envie de la sauter, et du coup, elle s'intéresse à la philosophie pour séduire cette femme qui a lancé cette phrase comme ça. Ensuite, les structures du mal, qui est un roman aussi qui met en scène un célibataire au milieu de la quarantaine qui décide d'abandonner l'enseignement des lettres et qui retrouve un amour de jeunesse. Pardon? La philosophie. La philosophie, ah oui, pardon. Oui, bon, oui, pardon. La philosophie et qui qui reçoit une lettre d'un ancien amour et qui part à la retrouver. Donc c'est un peu un roman qui explore un amour possible et des retrouvailles après, on va dire une vie passée. Ouais. Pardon? Une vingtaine d'années à peu près.
Oui. Car, ouais. 20 ans après d'Alexandre Dumas. Voilà. Puis revenir à Lisbonne, c'est aussi, bon là pour le coup, ça va ensemble avec les structures du mal, parce que c'est aussi des retrouvailles ratées en quelque sorte entre un homme, encore une fois célibataire, et une femme qui était restée sur une photo de jeunesse, qui part en quête de cette inconnue qu'il pensait qu'il avait photographiée à Lisbonne dans sa jeunesse. Oui, c'est ça. Mais bon, mais l'essentiel, sûrement c'est ce que je trouve formidable, c'est le traité de l'honnête homme au XXIe siècle. Donc, à part l'intrigue amoureuse du roman, il y a une réflexion sur que pourrait être un honnête homme. Au XXIe siècle, oui. Et effectivement, j'inclus des maximes à la façon de La Bruyère, ou disons le nom m'échappe, ce jésuite espagnol, Balthazar Gracián. Oui. Donc, je me suis un peu inspiré de Balthazar Gracián pour inscrire des maximes, et qui donc font écho à la narration et à l'histoire d'un personnage en plein XXIe siècle, vu par un esprit parfois donc qui ressemble à un esprit du XVIIe siècle. Donc c'est le télescopage entre deux façons d'être et de façons de penser. Et d'ailleurs, l'auteur de ces maximes a quelque part un misogyne, n'est-ce pas? Enfin, il a des traits assez. C'est pas pareil. Pardon? C'est un homme lucide. D'accord. Lucidité versus misogynie, ne sautons pas tout de suite aux conclusions, Radou. Et bon, je vous l'avais écrit. Hein, c'est un personnage qui me rappelait, l'auteur colombien Davila. Oui, aussi, oui, j'ai pensé à lui aussi. Oui. J'ai pensé à Balthazar Gracián et à Nicolas Gomez Davila. Oui. Et puis donc voilà, donc ensuite vous avez connu le succès quand même avec ce livre, L'homme surnuméraire, donc ce roman que vous avez publié en 2017, et qui est brillant, parce que on a deux romans en fait, qui se rejoignent. Je ne dévoilerai pas comment les deux romans finalement se rejoignent, et un des deux romans, les deux traitent des malheurs et des heures donc de l'homme dans la société contemporaine, et de l'homme justement déclassé. Donc on a deux personnages masculins dont on suit le destin, un père de famille de la quarantaine, et pour le coup avec deux enfants. Oui, et qui soudainement voit sa vie détruite brutalement par sa femme, en quelque sorte, qui décide d'y mettre fin, de voir ailleurs, et de l'exclure de l'existence qu'il avait connue jusqu'à ce moment-là. Mais ça avait déjà commencé avec ses enfants. C'est-à-dire que ses enfants qui ont 15-16 ans ont déjà un regard ironique sur lui. Il se sent délégitimé par le regard et de ses enfants et de sa femme. Alors qu'effectivement, là, c'est vraiment le père qui perd sa position patriarcale dominante. Voilà. Et bon, donc nous allons parler des thèmes traités donc dans ces deux romans en particulier, mais on pourra revenir aussi peut-être sur les romans précédents si nous avons le temps. Moss, à toi. Oui, peut-être qu'on pourrait quand même signaler, donc Tour d'Ivoire a été mise à disposition du grand public il y a quelques semaines seulement, un mois à peu près. 3 semaines. 3 semaines, oui, pour la date de sortie. Peut-être, Patrice, que je pourrais vous demander quand même de nous donner les grandes lignes de l'intrigue. Enfin, je ne veux pas tout dévoiler au public, donc je préfère éventuellement vous laisser dévoiler ce que vous considérez être les grandes lignes de l'intrigue sans rentrer trop dans les détails, juste pour donner envie à nos auditeurs de l'acheter et de le commander s'ils le souhaitent. Alors ça, donner envie de l'acheter, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux parler de l'histoire. C'est l'histoire entre deux amis qui ont 45-50 ans environ, et qui ont fondé une revue littéraire qu'ils ont appelée Tour d'Ivoire,
Et c'est l'histoire de leur amitié, et c'est aussi l'histoire en particulier du narrateur qui s'appelle Antoine Jourdan, qui lui aussi est déclassé, mais là, non pas, comment dire, il est surtout déclassé socialement. Après un divorce, il se retrouve à vivre dans une cité HLM avec sa fille qui l'a suivi. Et donc, c'est aussi l'occasion de présenter un milieu populaire dans lequel il vit, qui s'oppose d'ailleurs au milieu plutôt bourgeois qui était son milieu d'origine. Donc, c'est les aléas d'une amitié, mais au-delà de ça, c'est une façon de parler de la littérature, du rapport de la littérature à la science, de parler de l'amitié, de parler de l'amour, etc. Bon, excellente description. Je n'aurais pas fait mieux parce qu'effectivement, c'est difficile. Il y a beaucoup de choses dans ce livre, notamment la place de la littérature, mais ça, on va y revenir un peu plus loin. Et puis, il y a tout un tas de questions. Alors, je propose, Radu, je ne sais pas comment toi tu voudrais aborder les choses, mais je propose qu'on rentre dans le vif du sujet directement. Une des premières choses qu'on avait constatées au tout début du livre, de mémoire, c'est vers la page 34 ou quelque chose comme ça, oui. C'est qu'il y avait toute cette question autour de la notion de la France. Qu'est-ce qui est la France? Est-ce que la France existe toujours? Est-ce qu'elle est en train de disparaître? Et de mémoire, il y avait aussi cette notion de français de souche. Oui, alors je peux lire le passage. En effet, c'est à la page 34. Si l'on me contestait mon appartenance à la grande confrérie des pauvres R, on refusait cependant d'écouter mes perplexités à propos du vivre ensemble, comme il fallait dire. Mais ce qui mit en fureur un de mes amis les plus anciens, nous avions étudié l'anglais à la fac, nous avions connu les mêmes filles et découvert de concert le venin littéraire, fut que j'évoque chez lui, à la fin d'un repas, la notion de génocide conceptuel des Français. J'avais confessé ne pas comprendre qu'on reconnut l'existence de peuples comme les Palestiniens, les Algériens, les Espagnols, les Italiens, qu'on alla même jusqu'à se réjouir qu'ils s'installassent en France, tout en niant qu'il existât un peuple français de souche. Autrement dit, tous les peuples avaient le droit de persévérer dans leur être, quand même auraient-ils vécu en d'autres pays. Seul le peuple français relevait d'une substance chimérique, puisque composé dès l'origine, à l'inverse des Palestiniens, des Portugais ou des Chinois, d'une multitude de peuplades venues d'ailleurs. Bref, avais-je terminé ma tirade, on pourrait presque parler d'un génocide conceptuel du peuple français, puisque pour beaucoup, ce peuple n'existe pas. Alors, vous voulez me faire avoir plein d'ennuis. Pardon? Vous voulez me faire avoir plein d'ennuis avec cette phrase? Non, je vais vous éviter les ennuis parce que je vais vous parler en tant que justement. Pardon, je dis juste la suite. Cette phrase provoqua l'ire de Jean-François au point qu'il se leva d'un coup et tendit vers moi un doigt accusateur en hurlant qu'il ignorait avoir invité chez lui, dans sa maison, un gros con du Front National, un facho, un salaud, etc. etc. Oui, il faut quand même signaler, Radu, que ce n'est pas parce que c'est écrit dans le livre que c'est forcément approuvé intégralement par l'auteur. Hein. Il y a une distance entre l'écrivain et l'œuvre. Hein. Et puis surtout, le personnage en question, là, effectivement, se fait traiter de sale fasciste du Front National. Donc, Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis un immigré de la première génération, justement, et comme on dit, je suis né en Roumanie, comme ça peut toujours s'entendre, à mon accent, et je me suis posé la question en arrivant en France, de m'intégrer à une culture particulière. Et je trouve vraiment très, très douloureux d'entendre des Français me dire qu'en fait, je n'avais pas à quoi m'intégrer, parce que quand on dit qu'il n'y a pas de peuple français ou qu'il n'y a pas de culture française en soi, moi, ça me déboussole totalement en tant qu'immigré. Je me dis, mais attendez, attendez, je comprends pas. Moi, je sais pas très pertinemment les efforts que j'ai pu faire pour intégrer particulièrement une communauté nationale. Donc ça me paraît, déréaliser complètement mon expérience personnelle. Voilà, donc c'est pour dire, tous des personnes, comme à l'instar des personnages donc qui accusent cet autre personnage qui est Antoine Jourdan, toutes ces personnes qui nient l'existence d'une identité française, je veux dire, ce sont des personnes qui finalement insultent tous les immigrés, je pourrais dire. En fait, c'est très insultant pour n'importe quel immigré qui en fait essaye de devenir français, parce que ça veut dire que toute son expérience n'existe pas. On rentre, on est en pleine folie en fait, parce que
on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant des années, sinon essayer de m'intégrer à la France. Non, mais moi, je suis en partie en accord avec Antoine Jourdan. Hein. C'est d'ailleurs le roman est écrit à la première personne. Donc, ce que je voulais surtout montrer, que c'est simplement le fait de revendiquer, effectivement, comme vous dites, une appartenance française est vécue pour beaucoup de gens, y compris pour beaucoup de gens, comme étant presque une provocation et comme étant une idée presque fascisante. Donc son ami lui dit, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce facho qui dit qu'il y a eu un génocide? Alors, conceptuel, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de génocide, mais dans l'idée, le peuple français n'existe pas, puisque c'est un assemblage de peuples qui se sont mis plus ou moins ensemble avec l'histoire. Et moi, j'ai souvent entendu des gens me dire, mais le peuple français, ça n'existe pas. Et donc, évidemment, le peuple français n'existe pas. Alors, moi, je veux bien que le peuple français n'existe pas. Mais alors, en ce cas-là, pourquoi le peuple espagnol existerait? Pourquoi le peuple palestinien existerait? Et pourquoi tout ça? Enfin, faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que je veux bien qu'on dise cela, déconstruction totale du concept des nations, etc. Mais pas, alors en ce cas-là, toutes les nations. Bon, là, je fais un peu d'idéologie, alors que dans le roman, normalement, c'est intégré effectivement dans l'idéologie, dans la théorie. Mais j'aimerais bien d'ailleurs, je vais le faire, hein, mais écrire un texte sur la question de l'idée dans un roman. Quel est le statut d'une idée dans un roman? C'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps. Et parce qu'effectivement, les idées d'un personnage peuvent être très proches du narrateur, de l'auteur, disons de l'auteur, et en même temps, il joue aussi quand même un peu avec, si vous voulez, avec ses personnages. Oui, vous n'écrivez pas des romans à thèse non plus. Voilà, c'est ça. Voilà. Je pense qu'un roman à idée n'est pas un roman à thèse. Oui. Après, bon, je veux bien qu'on parle quand même de l'idée de. Moi, je comprends très bien ce que vous voulez dire, et quand vous parlez de la volonté de vous assimiler dans un pays qui dit, bah non, mais on n'existe pas. Oui, c'est extraordinaire. Donc, je dirais à l'envers, si je me disais, par exemple, si un Français débarquait à Bucarest, par exemple, et il disait, bon, les Roumains n'existaient pas, mais il se ferait lyncher. Déjà, il se ferait lyncher. Et en plus, ou alors, je dirais un Français qui arriverait, je dirais à l'envers, qui arriverait à Bucarest et qui dirait, mais en fait, moi, j'ai le droit de devenir roumain. Je dirais aussi à l'envers, mais non, en fait, c'est pas un droit de devenir roumain non plus. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Donc voilà, c'est. Un jour, vous prenez roumain, c'est pas très éloigné la Roumanie. Mais prenez oui. Japonais, par exemple. Quelqu'un qui arrive, vous arrivez au Japon, vous dites, bah maintenant je suis japonais. Oui. Les Japonais vont vous dire, vous foutez de moi, quoi. Et en France, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, alors, ouais. On peut devenir français, mais encore faut-il le vouloir, s'assimiler à quelque chose. Ça, c'est évident. Autrement, on ne s'assimile à rien. On s'assimile à et c'est ce qui est en train de, ce que je pense beaucoup aimerait que ce soit, c'est-à-dire un espace dirigé par un droit et puis l'économie. C'est les thèses de Michel. Hein. Il ne reste plus que le droit et l'économie pour faire que les gens vivent sur un même territoire, sans autre dimension qui serait la dimension de la tradition, de l'histoire, de la littérature, etc. Oui, et je trouve d'autant plus paradoxal que cette chose arrive à la France, alors que c'est la France qui a inventé l'idée moderne de nation. C'est universel aussi, c'est peut-être là. Oui, oui. Non, mais c'est-à-dire, à la fois la France, il y a 200 ans, donc, exhume l'idée de nationalisme, et du patriotisme qui bascule au nationalisme, et puis qui l'exporte à tous les peuples d'Europe. Il y a les printemps des peuples, etc. Et puis, par une sorte d'ironie étrange de l'histoire, la France, aujourd'hui, n'arrête pas de dire « mais non, la nation n'existe pas ». C'est quand même très fort. C'est lié aux guerres nationales au XXe siècle. Hein. Je pense que là, il y a eu tellement un carnage, Première, Deuxième Guerre mondiale, que la nation a, pour beaucoup, perdu sa légitimité. Et c'est là que je n'irai pas plus loin dans ma réflexion pour l'avenir. Oui, je pense que ça nous ramène à cette idée de Chesterton, que je disais qu'il disait que pour empêcher les gens pour se battre, on peut pas empêcher les gens de se battre pour une chose, à moins de les empêcher de trouver cette chose bonne. Et donc, je crois que une des manières, je pense que là on rejoint Michel exactement, c'est-à-dire que pour pacifier
pacifier les conflits internationaux. Enfin, on essaie de dire finalement la nation n'est pas bonne. Finalement, ne vous battez pas pour la nation. Et comme cela, comme c'est pas une bonne chose, ben, les gens ne sont pas si attachés, donc ils ne vont pas se battre pour elle. Mais bon, c'est très forcé, c'est très artificiel. C'est finalement, est-ce qu'on gagne quelque chose de change à vouloir cette paix des cimetières? C'est pas sûr. Donc, je crois que justement la différence des nations est importante. Je crois que c'est Kundera qui dit que l'Europe, c'est le maximum de diversité dans un territoire extrêmement petit. Effectivement, oui. C'est pas l'Italie, c'est pas la France, c'est pas la Roumanie, c'est pas l'Angleterre. Et cette diversité fait justement la richesse de l'Europe. Si on l'étale, si j'ose dire, cette diversité dans une Europe qui serait totalement la même, ça a moins d'intérêt. Moss? Oui, là-dessus, éventuellement, moi j'ai une question par rapport à, enfin, toute la perception sur les différences culturelles. C'est vrai qu'on met souvent en avant le fait qu'il y ait des différences culturelles entre les gens, mais en même temps, on voudrait que la culture, quelque part, n'existe pas. Enfin, on voudrait qu'il n'y ait pas de culture française. Par rapport à est-ce qu'il existe une culture française, selon vous, Patrice Jean, et comment vous la voyez par rapport aux autres cultures européennes? Est-ce qu'il y a une spécificité? Quelle serait cette spécificité? Alors moi, je pense qu'il existe une culture française. Ne serait-ce que d'abord, si on prend le premier point, c'est la langue. La langue française est ce qui façonne notre façon de percevoir le monde, c'est avec elle qu'on a grandi. On a grandi à travers des paysages, à travers des villes, à travers une façon d'être qui, pour être ou chercher l'universel, a quand même une coloration qui est cette coloration française. Je pense que Radu pourra peut-être mieux en parler que moi, mais penser en français ou en anglais ou en roumain, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça implique une perception différente. Ouais, les chercheurs disent carrément, enfin, pour les personnes qui sont bilingues ou multilingues, qu'en effet, on a carrément une autre personnalité selon la langue que l'on parle. Et bon, je peux l'attester partiellement. En effet, je suis pas tout à fait le même en anglais, en français, en roumain. Donc, pour ne parler que Ouais, de j'aurais cette tendance à langue. dire pareil aussi. En tout cas entre anglais et français. Est-ce que, Radu, on parle un petit peu de la France périphérique en tant que concept? Bon, peut-être demander à Patrice Ouais. Jean, est-ce que le concept de France périphérique vous parle? Moi, je l'ai découvert en lisant, comment il s'appelle, Guy? Ouais. voilà, Christophe Guilly, mais j'ai pas voulu concrètement, je me suis pas dit je vais parler de la France périphérique. J'ai parlé d'individus qui étaient un peu en déséquilibre dans la société. Et peut-être qu'à ce moment-là, je suis tombé sur eux. Mais ça n'a pas été mon but en premier. Concernant Tour d'Ivoire, je voulais vraiment, là, pour le coup, parler des quartiers cités HLM, mais je ne crois pas que la France périphérique concerne ces quartiers dans l'idée de Guy Lui. Non, moi je pensais éventuellement plutôt sur l'homme surnuméraire, à cette aide-soignante qui habite dans un petit village, que le personnage principal connaît, et avec laquelle il va avoir une brève rencontre de quelques jours. Et effectivement, elle pourrait tout à fait se revendiquer de la France périphérique, parce que techniquement, elle est loin des grandes villes, elle n'a pas bougé de sa naissance jusqu'à l'âge de 45 ans à peu près de mémoire, où on la retrouve. Et il y a un petit peu ce côté déshérité et déclassé de la France périphérique, comme c'était décrit. Voilà, donc c'était plutôt à ce genre de personnage que je pensais. Oui, alors est-ce que, parce que ce personnage de Chantal Beuchet vit en Mayenne, alors je suis d'accord avec vous, avec le portrait que vous en faites, sauf sur un point, c'est quand vous avez employé le verbe elle revendique, etc. Je crois que justement, au contraire, c'est un personnage qui revendiquera rien, jamais de sa vie. Oui, assez passif en fait, ouais. Elle est passive, c'est une vaincue de l'existence. Alors, est-ce que c'est la France périphérique? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a toujours eu des personnages qui ont du mal à s'intégrer dans la vie, qui sont un peu à côté de l'existence, qui ont simplement aussi des problèmes, effectivement,
financiers, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, pour moi en grande partie. Justement, à propos de ces personnages-là, vous avez déclaré l'année dernière dans une interview on va renvoyer nos auditeurs, puisqu'on va mettre les liens en dessous de la vidéo, où vous dites que vous éprouvez de la tendresse pour ceux que l'époque n'aime pas. Donc, est-ce que vous pourriez élaborer sur cela? Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ces personnages en quelque sorte de déclassés, légèrement en marge, ce ne sont pas des marginaux, sans se plaindre du terme? Alors là, je pense qu'ils sont plus émouvants, plus intéressants. C'est souvent la défaite est plus intéressante que la victoire. Enfin, on peut regarder un match de foot. C'est plus intéressant, par exemple, les caméras qui vont filmer les perdants qui sont en train qui sont la tête baissée, la tête entre les mains, que les autres qui sont tout hilars avec leur victoire. Enfin, pour moi, hein, je pense que il y a un intérêt pour ces gens, effectivement, ont du mal à vivre parce que, comme on a tous un peu du mal à vivre, ils peuvent aussi en être un symbole ou explorer à travers eux des domaines de la difficulté de l'existence. Eh bien, oui, il y a une autre formule. Alors, je la cite de mémoire parce que je n'ai pas noté la page malheureusement, mais je me rappelle de cette formule où vous parlez de la sociologie et vous dites la sociologie c'est le point de vue du malade. Alors, non, le point de vue du médecin, alors que la littérature c'est le point de vue du malade. C'est un petit peu la même approche quelque part. Ce côté, on regarde du côté où c'est moins glorieux, moins brillant, et on s'intéresse. Je dirais que là, c'était plutôt dans ma critique de l'approche scientifique et sociologique du monde par rapport à une approche que j'appelle littéraire. Et j'essayais d'expliquer qu'il y a une perception littéraire qui part de la sensibilité, alors que la perception objective et scientifique, et donc sociologique aussi, va partir d'un regard extérieur sur les individus. Donc effectivement, le médecin, lui, est dans la position du type qui regarde une maladie face à lui et qui se dit quelles sont les causes, comment je vais pouvoir la circonscrire, etc. Alors que le malade est dans la position de celui qui souffre, qui ressent, et c'est pas la même position. Et je pense que la littérature entend, et l'art de manière générale, entend qu'il est l'expression de la sensibilité. La littérature, en tant qu'elle est l'expression de la sensibilité, s'oppose d'une certaine manière à une vision objective et scientifique du monde. Très bien. Alors c'est bien le moment alors d'enchaîner sur les souffrances des hommes, alors plus particulièrement donc les souffrances des mâles blancs, selon l'expression maintenant consacrée. Donc qu'est-ce qui vous a poussé à explorer finalement les déboires du mâle blanc contemporain? Qu'est-ce qui Là, je vais vous me poser une colle, je ne sais pas exactement, je pense peut-être tout simplement parce que j'en suis un, si vous voulez, un mâle blanc contemporain, ouais. Donc, et puis j'en rencontre. Donc je pense que le romancier, je pense vraiment que le romancier, ce qui m'intéresse le plus dans le roman, c'est le présent. C'est-à-dire que pour moi, c'est une façon d'aborder l'époque actuelle, le présent, ce que chacun vit aujourd'hui, qui peut, par certains biais, être valable aussi pour le futur ou le passé, mais c'est quand même l'humanité telle que je l'aperçois aujourd'hui. Donc forcément, des gens, des mâles blancs, j'en rencontre. Hein, d'ailleurs, plusieurs personnes m'ont dit votre personnage de Clément ou votre personnage de Serge de Chenadec, soit je le connais, soit c'est moi-même, etc. Donc je pense que c'est des types d'individus qu'on rencontre ou qu'on est soi-même. Oui, mais en plus, vous avez carrément parfois presque un don de prophétie parce que vous aviez, enfin, en tout cas dans l'homme surnuméraire,
le personnage de Clément donc travaille dans des éditions, les éditions humanistes, et c'est-à-dire bon des éditions qui sont préposées en quelque sorte à caviarder les grandes œuvres littéraires et à les rendre digestes pour donc le public contemporain. Et c'était avant que l'on justement que l'on change la fin de Carmen à l'opéra donc de Milan en fait, qui a eu cette histoire où on a trouvé insupportable qu'une femme soit tuée sur scène, et donc on a changé la fin de l'opéra Carmen. Mais c'est une chose que vous aviez prévue dans votre donc Non, parce que j'ai fini en 2015 le roman. Il est paru en 2017, donc 2 ans plus tard pratiquement. Mais non, mais je pense que c'est pas moi en particulier, mais je pense que c'est le roman. Enfin, c'est la littérature. Je sais pas pourquoi attrape comme ça des choses qui sont dans l'air du temps et qui sont pas encore tout à fait incarnées et qui sont là, qui vont s'incarner. Je sais pas pourquoi. Hein, je pense que c'est parce que il y a une sorte d'intuition de ce qui est en train de se réaliser et sur le moment, quoi. Effectivement, oui, j'étais content de voir que, pas content, non, abattu, mais en même temps, je disais, tiens, oui, c'est vrai, je l'avais prévu ça. Mais il y a d'autres choses, hein. Boulard, pas simplement dans mes romans, des choses qui peuvent arriver peut-être de manière plus individuelle. Et ça, je m'en aperçois sans arrêt. Par exemple, là, dans Tour d'Ivoire, il y a une histoire d'amitié qui se brise. Bon, maintenant, je m'attends à une amitié qui va se briser, quoi. Vous voyez, c'est. Ou d'ailleurs, elle a déjà eu lieu, mais bon, voilà. Par rapport, moi, à l'idée du politiquement correct qui est dans L'homme surnuméraire, je me posais une question, c'est ce politiquement correct, cette manière de polisser la pensée pour lui faire dire quelque chose, est-ce que en tant qu'écrivain, c'est quelque chose qu'on perçoit comme une menace, ou est-ce que c'est finalement une sorte de contingence dont on peut s'accommoder et dont on peut quelque part se défaire par un peu plus de subtilité en essayant d'utiliser les règles du jeu mais autrement. Est-ce qu'on peut se débarrasser du politiquement correct pour finir par dire ce qu'on a envie de dire autrement, ou est-ce que c'est forcément une forme de censure? Moi, je pense que le politiquement correct, on est obligé d'en parler aujourd'hui. Parce que, encore une fois, si un romancier qui parlerait du présent sans parler du politiquement correct ne parlerait pas du présent. Oui, donc, je pense qu'un romancier d'aujourd'hui, si vraiment il veut parler de notre époque, ne peut pas en faire l'économie. Ce serait un peu comme un romancier qui, allemand dans les années 30, en 38, qui ne parlerait pas du nazisme ni d'Hitler, etc. etc. On dirait, oui, bon, son roman est quand même totalement en dehors de la réalité de son époque. Donc, cela dit, pour moi, le politiquement correct, c'est une chance pour un romancier, parce que c'est une mine, il n'arrête pas. Donc, d'abord, c'est une chance parce que c'est un moteur de l'écriture, parce qu'on est tellement énervé par le politiquement correct, etc., que ça me donne envie d'écrire pour flageller tout ça. Et deuxièmement, parce que ça multiplie les thèmes à l'infini. Enfin, je me posais la question. C'est déjà caricatural. Hein, voilà. Je me posais la question aussi, est-ce que dans vos précédents romans, même au niveau du processus d'édition, etc., vous avez eu des contraintes ou des pressions pour changer la manière dont vous écrivez, ou certaines des idées véhiculées par le roman pour l'adapter au politiquement correct du jour, ou ça ne s'est jamais produit? Non, ça ne s'est jamais produit parce que j'ai la chance d'être chez un éditeur qui me soutient et qui partage en grande partie mes idées. Donc, je n'ai pas eu de problème là-dessus. Après, je pense que les problèmes viennent plutôt parfois dans la réception, chez certains libraires, chez certains lecteurs, chez certains... mais en tout cas, pas du tout de la part de mon éditeur. Oui, c'est par rapport au politiquement correct. Oui, enfin, à la fois une question et une remarque, c'est-à-dire que moi, ce qui m'étonne avec l'évolution, on va dire, de la France et avec le politiquement correct de plus en plus envahissant, c'est que moi, j'ai l'impression de vivre ma vie à l'envers, de retourner en enfance, sous le temps de Ceausescu, parce que voilà, j'ai connu ce temps béni donc de la censure politique et la censure politique soviétique, enfin communiste.
c'était la traque des sous-entendus. C'était, enfin, la police de la pensée pour les artistes, c'était surtout une traque qui ressemble beaucoup à la traque que l'on fait maintenant aussi de nos jours en France. C'est la traque des sous-entendus derrière les phrases, derrière les œuvres. Mais pourquoi écrit-il cela? Quel est son objectif? C'est ça la censure communiste. Et elle était, enfin, c'était de la paranoïa en acte en fait. Mais et parfois les censeurs étaient capables de traquer les arrière-pensées des auteurs mieux que les auteurs eux-mêmes, qui ne s'étaient même pas rendus compte de leurs propres arrière-pensées. Mais les censeurs étaient d'une paranoïa féroce et qui menait à des choses beaucoup plus dramatiques que celles qui arrivent à vos personnages. En tout cas, il y a un passage de Tour d'Ivoire qui m'a fortement rappelé le livre, le classique de Kundera, qui porte le nom de la plaisanterie, parce que dans le roman de Kundera, ça se passe dans les années 50 en Tchécoslovaquie, et un jeune homme voit sa vie brisée parce qu'il fait une plaisanterie dans un moment d'énervement contre sa copine, et il envoie une carte postale dans laquelle il marque une chose qu'il n'aurait pas dû marquer. Enfin, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que l'esprit sain pue la connerie. Et il dit vive Trotsky, mais c'était juste il était juste énervé, mais la censure n'a pas d'humour. Et donc, la censure prend ça vraiment pour du trotskisme. Et alors, voilà, je voulais enfin, il y a ça au Tour d'Ivoire, il y a ça le personnage à un moment donné fait enfin, en tout cas, pas tout à fait une plaisanterie, mais il fait une remarque un petit peu acerbe qui est très mal prise par Sonia, l'emploi jeune, et qui le dénonce auprès de la supérieure hiérarchique, etc. Et alors il ne finit pas tout à fait au goulag, mais il y a une sorte de syndicat, je crois, c'est ça. Oui, et du secrétaire, d'ailleurs, c'est le syndicat trotskiste, ça qui est drôle. Pour rester finalement dans l'ironie de l'histoire, parce que sinon c'est FO, ils étaient trotskistes, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais j'y ai pas pensé, hein, mais c'est vrai. Mais du coup, oui, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans vos romans, et alors je voulais vous poser la question, quelle est pour vous la place de l'humour justement dans notre société de plus en plus contrôlée par le politiquement correct, et surtout par un féminisme qui manque cruellement d'humour, parce que je voudrais quand même que l'on arrive à parler des problèmes hommes-femmes. La place de l'humour, c'est sûr que l'humour, on le sait tous, il faut faire attention avec qui on est quand on veut plaisanter, parce qu'autrement, ça risque d'être mal pris, puisque on va dire, oui, moi, tu fais cet humour-là, mais ça montre ce que tu penses réellement. Enfin, on revient sur l'idée de la Roumanie, sur la traque des sous-entendus. Il n'y a pas vraiment d'humour, mais c'est une blague. Enfin, on a vu je ne sais plus quel humoriste qui a été viré justement à la télévision il n'y a pas très longtemps parce qu'il avait, comment dire, fait une blague un peu lourde sur le viol ou les femmes, etc. Donc ça, d'un point de vue global, oui, c'est terrible. Alors moi, j'essaie quand même de faire de l'humour dans mes romans avec ça, pour m'en moquer, pour montrer cette traque vertueuse jamais arrêtée en ce moment, qui est extrêmement pénible, même si évidemment elle ne prend pas ce que vous dites, hein, on n'est pas dans un système où on met les gens dans des camps, on les arrête pour une blague, mais ils peuvent perdre sinon leur emploi, mais du moins l'estime de leurs collègues ou je ne sais qui. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une accélération finalement de l'imposition d'un politiquement correct? Est-ce qu'on assiste à une... Vous trouvez pas? Oui. Non, j'ai l'accélération quand même. Ouais, j'ai l'impression que comment on dit, les taux le goulot d'étranglement se resserre de plus en plus. Les taux se resserrent aussi. Il y a quelque chose d'un peu angoissant finalement si on prend ça. Alors là, ça du coup l'intuition. On a l'impression que Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans le même temps, comme dirait Macron, on est aussi dans des sociétés qui
qui fait de l'ironie sans arrêt, hein, qui est dans le divertissement, dans le pas sérieux, dans le troisième degré. Et c'est un mélange assez étonnant de plaisanterie obligatoire et d'interdiction de rire. Enfin, c'est une période étonnante. Alors moi, j'ai envie de rebondir là-dessus, en fait, pour avancer un petit peu le propos dans la direction du féminisme et éventuellement de sa critique, parce que il se trouve que l'humour fait partie des points qui ont été récemment pointés du doigt par un rapport de notre bien-aimé Haut Conseil à l'égalité homme-femme, comme étant un outil d'oppression des hommes sur les femmes. Et il se trouve que vous avez écrit à la fois dans L'Homme surnuméraire et aussi dans Tour d'Ivoire plusieurs passages très intéressants sur la domination de l'homme sur la femme, domination prétendue quand on vous lit. Alors, je vais peut-être essayer d'en citer un ou deux passages. Alors, dans Tour d'Ivoire, j'avais relevé la page 112, non, pardon, 113. De 18 à 40 ans, elle avait dominé les hommes, choisissant ceux qu'elle voulait, repoussant les autres. Une vraie reine face à un troupeau de cerfs, et cette domination n'était qu'un point aveugle. Dans le rapport de force entre les hommes et les femmes, elle ne ressentait que les résistances de l'homme, incapable d'avoir conscience de sa propre force, et un tas de nigauds qui, eux, par définition, avaient tâté de la domination féminine, répétaient comme des ânes que seul le masculin opprimait le féminin, pensais-je, tout en me tenant quoi sur le lit le sexe à l'air. Donc ça, c'est page 113. Et vous avez aussi un passage très intéressant dans à peu près au début de mémoire, c'est vers page 52 de l'édition poche que j'ai de L'Homme surnuméraire, où on a Bérengère qui utilise un documentaire sur les mœurs ancestrales des Berbères de Kabylie pour en déduire que la goujetterie masculine est éternelle et qu'il y a toujours eu une domination des hommes sur les femmes. Et elle essaie de convaincre donc son amie Claire que tout ce qui lui arrive finalement est le fruit d'une domination masculine sur les femmes. Alors, question facile, je ne pense pas, mais est-ce qu'il existe une réelle domination des hommes sur les femmes ou est-ce que c'est juste un fantasme féministe? Ah, question là. Je pense que, en tout cas, il y a eu une domination masculine sur les hommes, sur les femmes, pardon, je dis n'importe quoi. Je pense qu'aujourd'hui, en revanche, là, les choses sont quand même bien améliorées, et sans doute heureusement, et sont en train de même de basculer dans le contraire, parfois. Le problème, c'est peut-être aussi les idées. Il y a les cas qui sont tous un peu justement singuliers. Et l'idée aujourd'hui qu'il y aurait, à mon sens, une domination masculine sur les femmes est fausse. Même si dans certains cas singuliers, elle est vraie. Et simplement, dans d'autres cas singuliers, elle sera fausse. Et ce sera même peut-être l'inverse. Dans le droit, vous savez sans doute mieux que moi, j'imagine, il y a des articles qui font la part belle aux femmes. Je pense aussi dans la séduction, elles sont souvent plus performantes, si j'ose dire. C'est elles qui choisissent plus ou moins les hommes, etc. Ce sont des thèmes, je crois, que vous avez traités amplement dans vos vidéos, dans vos interventions. Donc, pour revenir quand même sur ce que vous avez cité dans L'Homme surnuméraire sur les Berbères de Kabylie qui dominent leurs femmes, personne ne l'a vu, donc je vais le dire pour la première fois ici, mais c'est tout simplement un passage de la domination masculine de Pierre Bourdieu que j'ai repris. D'accord. Il y a plusieurs pages sur les Berbères de Kabylie, parce que Bourdieu était allé dans cette région et il avait étudié, en tant que jeune sociologue, le rapport des femmes et leurs hommes dans cette région. Et il s'en servait dans la domination masculine, donc il y a un livre fin des années 90, je crois, pour montrer que finalement les choses n'avaient pas bougé. Et c'était son schéma qu'il appliquait à la société française de la fin du XXe siècle, en disant voilà, c'est toujours la même chose. Je trouvais que c'était scientifiquement extrêmement
faux, parce que prendre comme schéma des rapports dans un autre continent, dans une situation totalement différente, pour montrer que les hommes dominaient les femmes et dire bah voilà c'est la même chose aujourd'hui, ça me paraissait très douteux. Bah, c'est un petit peu la même chose que nous avions noté nous autres quand nous faisons effectivement des lectures de rapports féministes publiés même par le ministère qui s'occupe de la question. Hein. Il y a cette espèce d'agglomérat qui regroupe dans le même rapport des problèmes de dot au Pakistan, l'excision des femmes en Afrique subsaharienne et des situations beaucoup plus franco-françaises avec, je sais pas moi, un sexisme bienveillant, la galanterie, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce d'effet pot pourri où on regroupe tout. C'est l'amalgame, hein, si décrié dans d'autres circonstances qui là et joue à plein. Dernièrement, il y a une jeune trans qui a été frappée à Paris en sortant du métro par des jeunes manifestants algériens et on a à nouveau parlé de l'éternelle domination masculine, de l'éternelle violence masculine, etc. Alors justement, sur la violence masculine, ce qui est intéressant, c'est que justement là, il y a une réflexion, en tout cas pas implicite, une réflexion plutôt la manière dont vous décrivez la réaction de votre personnage Antoine Jourdan à l'annonce donc de son cocufiage montre aussi un progrès des mœurs. Ce qui m'a frappé, c'est quand on. Le Chenadec, vous voulez dire dans Comment? Non, c'est quand. Ah oui, d'accord, dans Tour d'Ivoire, d'accord, oui. C'est dans Tour d'Ivoire, quand c'est la page 45 où en fait le jeune amant de son ex-femme lui annonce que en fait voilà il sortent ensemble avec ça. il l'a cocufié, bon, mais en fait et ce gars donc Julian l'autre essaye de rester son ami je trouve que là, est-ce que ce n'est pas une manière de noter une évolution des mœurs masculines? Parce que en d'autres temps, pas si lointains. Oui, il aurait été tué. Oui, au moins, enfin, en tout cas, la réaction du cocu, du cornu aurait été bien différente. Enfin, vous enregistrez là une évolution qui va plutôt dans le sens de la non-violence masculine, de la non. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, je pense qu'on a tous vu ça autour de nous, un amant qui finalement s'entend bien avec le mari. Bon, cela dit, moi, je n'y vois pas quelque chose d'absolument négatif. Hein, c'est pas forcément plus mal plutôt que le mari tue les deux amants. Bon, c'est pas. Ça me paraît pas quelque chose ça peut être une avancée là pour le coup, mais c'est peut-être aussi parce que le mariage a moins d'importance. Hein, donc le mariage était quelque chose de beaucoup plus sanctifié, important au 19e siècle, au 18e siècle peut-être. Enfin, là je dis peut-être des bêtises, mais aujourd'hui, puisqu'on peut divorcer et même tout le monde divorce, la séparation n'est plus aussi tragique. Par conséquent, le mari qui a été trompé ne ressent pas les choses d'une façon aussi douloureuse qu'il y a un siècle. C'est une hypothèse que je vous soumets. C'est pas ce que vit le Chenadec, par contre. C'est qui arrive dans l'homme surnuméraire. Il n'a pas tué l'amant Il a envie de le tuer, mais il ne le fera pas, je pense, le Chenadec, dans l'homme surnuméraire. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas parce que le divorce existe que. Enfin, il avait quand même construit, investi 15 ans, 20 ans de sa vie dans. Oui. C'est, je pense, justement, moi, j'aurais tendance à voir les choses un tout petit peu différemment. J'aurais tendance à dire qu'il y a une différence en fonction du sexe. J'ai l'impression que chez les femmes, le mariage est une sorte d'opportunité pour s'épanouir, avoir des enfants, avoir une forme de solidarité émotionnelle au sein d'un cercle réduit, alors que chez les hommes, ça devient assez vite une prison de ce que je vois. Est-ce que c'est la manière dont vous voyez les choses ?
Là, encore une fois, c'est difficile hein, d'avoir une vision extrêmement globale et générale parce que je pense qu'il y a des cas qui sont différents. Alors, je sais qu'évidemment, il y a des tendances qui sont lourdes. Sans doute que les femmes investissent peut-être plus dans le couple et la famille, même si on sait très bien que ce sont les femmes qui demandent plus le divorce que les hommes. Donc, je ne sais pas. Ouais, mais la situation que vous décrivez avec Julian et Antoine, en fait, et cet ami, enfin, cet amitié, enfin, ce désir de rester amis malgré le fait qu'il y a une femme au milieu. C'est un peu ridicule. Mais bon, mais dans le ridicule même de la situation, c'est une tendance de l'époque. Moi, je l'avais analysé dans une de mes vidéos d'ailleurs. Et ça, c'est quelque part, c'est ce qu'on appelle, enfin, l'hypergamie ouverte. C'est-à-dire que moi, j'irais plutôt dans le sens enfin, je pense que le mariage n'est pas du tout forcément une prison pour, enfin, pour la femme. Elle n'investit pas forcément. Ça dépend. Il y a l'aspect. L'utilisation des réseaux sociaux, moi c'est ça qui est très intéressant, je veux dire, qui change la donne. C'est-à-dire que en fait, si on parle donc du marché sexuel et que le mariage serait normalement une sortie du marché sexuel et une focalisation et un investissement sur une personne particulière dans un couple, voilà, on va dire qu'on essaie de faire marcher. Si en même temps on reste sur les réseaux sociaux par exemple et on poste sans cesse, on fait la promotion de sa personne auprès d'inconnus ou pas si inconnus que ça, c'est une manière d'essayer peut-être d'avoir le meilleur des deux mondes en fait, et combien en fait de couples ne sont pas exposés en fait à une explosion imminente parce qu'un des partenaires, voire les deux, sont toujours en fait déjà en train de chercher mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, est-ce que ça n'a pas changé la donne, l'ouverture, on va dire, la libéralisation, l'extension du domaine de la lutte, pour parler comme Houellebecq, de l'ouverture généralisée donc du marché de la séduction avec les moyens techniques de communication? Ah bah, si, je pense d'ailleurs c'est un thème romanesque qu'on pourrait explorer. C'est très intéressant. Cette façon qu'aujourd'hui on peut rencontrer des centaines et des centaines de personnes assez facilement, etc. Et oui, ça change beaucoup les choses, oui, c'est sûr. Hein. Mais dans mes personnages, cette dimension-là n'est pas forcément présente dans les derniers romans. Il me semble, hein, notamment l'homme surnuméraire, le personnage, chez lui, je pense pas, n'a pas posté son profil sur un site de rencontre. C'est voilà. Je sais pas si... C'était le sujet d'un prochain roman. Oui, non, effectivement, c'est un sujet de roman. J'ai lu un livre là-dessus, c'était il y a quelques années, un livre qui s'appelait E-Love. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais là, c'était un témoignage, et je crois qu'on en avait fait un téléfilm d'ailleurs, où une femme racontait ce qu'elle avait rencontré c'est une universitaire hein, qui raconte ce qu'elle a vécu à travers les sites de rencontres. Et tous les hommes, et l'addiction d'ailleurs qu'il y avait, elle parle des sites de rencontres comme une sorte je me souviens bien, de grande boulangerie, il y a sans cesse des nouveaux bonbons, des nouvelles pâtisseries, on ne sait pas, il y en a qu'on aime bien, mais il y a aussi celui d'à côté qui nous plaît, etc. Et elle parle de ces rencontres avec des hommes dans ce témoignage autobiographique. Je ne l'ai pas lu. Moi, je n'ai pas une grande pratique hein, de ces rencontres, de ces sites, donc je ne peux pas. Il faudrait que j'y aille. Je ne doute pas que Radu aurait des conseils pour vous, Patrice. Ah. Non, pas du tout. Hein. Moi, je ne sais pas. Non, nullement. Je ne connais pas du tout cette galaxie-là non plus. Même si je m'y connais en choses technologiques, enfin en informatique un petit peu, mais non, non, c'est J'en profite parce que effectivement, il y a aussi dans l'homme surnuméraire un petit passage assez savoureux vers la page 140 à 144 à peu près, où on parle d'un livre qui est censé permettre de reconquérir, de conquérir le cœur des femmes. Et avec des chapitres.
et des grandes thématiques, etc. Et tout un tas de petites astuces pratiques et concrètes. Par exemple, la rose rouge qu'il faut déposer sur l'oreiller. Il y a aussi l'idée de signaler quand on sort pour se faire discret pendant quelques temps, pour recréer le désir, etc. Rester soi-même, etc., etc. Et je m'étais posé la question, est-ce que c'est inspiré d'un vrai ouvrage ou est-ce que c'est vos astuces personnelles de drague compactées dans un chapitre du livre? Non, non, j'ai inventé ça. Non, j'ai inventé ça. Je sais pas, je me souviens plus comment j'ai écrit ce chapitre, mais peut-être que je suis allé voir sur Internet s'il n'y avait pas des conseils pour reconquérir le cœur de sa femme, de son épouse. Mais non, c'est pas des conseils personnels. C'est plus pour montrer qu'en réalité, si je me souviens bien, le personnage applique ses conseils. Ça ne marche pas du tout. Ne marche pas du tout, parce que de toute façon, pour sa femme, il est définitivement perdu. Enfin, je veux dire, il n'existe plus. Donc, il pourra appliquer toutes les recettes possibles. C'est foutu pour lui. Sa femme le considère comme un loser, comme quelqu'un qui ne fait pas le poids par rapport à son amant. Donc, en fait, c'est à peu près la conclusion à laquelle j'étais arrivé en lisant le livre aussi. Tous les conseils de drague, finalement, ne remplacent pas une forme de respect naturel et authentique qui se dégagerait du personnage. La question que je me posais, c'est est-ce qu'on est forcément obligé, selon vous, d'en arriver à cette espèce de décadence dans l'indifférence pour le mari, le père de famille, ou est-ce que c'est quelque chose qui est... est-ce que l'homme a quelque prise que ce soit sur la question, ou est-ce que c'est de l'ordre de la fatalité? Non, je pense pas. Y a pas... Là, c'est lié au couple que je décris. Alors, qu'il y ait une érosion, c'est possible, inévitable, mais je pense que c'est pas non plus une fatalité. Là, et ce qui se passe dans le roman, c'est que la femme va être conduite, va être amenée à fréquenter d'autres individus qui vont, et c'est un autre milieu, plus intellectuel, plus universitaire, etc., qui va, en contrepartie, lui faire comprendre que son mari n'est pas du tout ce qui lui convient, hein, qu'il est pas assez cultivé, il n'est pas assez ceci, il n'est pas assez cela. Donc elle, que je dis, elle est montée dans le train de la modernité et lui est resté à quai. Par conséquent, c'est presque l'époque qui les fait se séparer. Vous voyez, c'est donc il n'y a pas de... Là, pour le coup, je pense que, si tant est que je puisse commenter mon roman, pour le coup, c'est pas le couple en soi, si vous voulez, j'essaie de décrire comment l'époque conduit des couples à se séparer, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'accord, très bien. Alors, moi, je voulais arriver à un autre thème qui traverse tous vos romans. C'est le thème du minimalisme, je dirais, ou en tout cas du retrait du monde. C'est un thème qui parcourt l'ensemble de vos romans. Enfin, peut-être moins je pense, la France selon Bernard, mais en tout cas, les quatre autres et le dernier en particulier, donc Tour d'Ivoire, est traversé par une méditation récurrente, donc sur le possible, en tout cas le possible retrait du monde, et il y a une tentation d'échapper au monde au sens, j'emploie le terme le monde au sens chrétien, en quelque sorte, et là je pense que là vous soulignez cet aspect-là dans Tour d'Ivoire, en commençant par une évocation donc de la vie de Rancé, qui est Rancé qui était l'abbé de Trappes, donc les trappistes, qui étaient quand même l'ordre le plus rigoureux, on va dire, donc des ordres monastiques, et
Et ça, je pense que c'est un thème qui pourrait vraiment intéresser nos auditeurs parce que qui sont aussi, à ma connaissance, des hommes souvent tentés par le minimalisme, par le célibat, par la fuite du monde tel que on nous le vend, du monde en tout cas concurrentiel, du toujours plus, etc. Et alors, je voulais arriver à ce thème-là et parce que en fait, ce qui est très intéressant avec les mouvements masculinistes actuels, c'est que quelque part, ils redécouvrent les vertus du retrait du monde. Et alors, je voulais vous demander quel est le lien pour vous entre le désenchantement par rapport aux relations hommes-femmes et la tentation du retrait du monde. Je sais pas s'il y a un lien direct. Je pense que cette tentation de retrait du monde, on l'a tous à un moment ou à un autre. Désir de partir, d'échapper à un présent oppressant, une vie qui n'a pas de sens, puisque évidemment on est dans des sociétés de la consommation. Donc il y a toujours un moment où on se dit non, c'est pas possible, et donc il y a cette tentation. Mais dans mes romans, mes personnages ne cèdent pas à cette tentation. C'est-à-dire qu'ils sont trop ancrés dans cette vie-là, malgré tout. Alors que dans le monachisme, enfin dans les monastères, etc., c'est des gens qui fuyaient le monde, mais ils fuyaient aussi pour trouver Dieu. Et fuir le monde pour se retrouver que soi, si on n'a pas de croyance, je pense que c'est pas possible. D'accord, il pourrait pas avoir un monachisme laïque. Non, parce que l'autre soir de Nietzsche, qui je crois voulait créer une sorte de petits phalanstères à 7 ou 8 personnes, intellectuels, hommes et femmes, qui vivraient ensemble. Ça, je trouve que c'est une bonne idée, en fait. J'y pensais quand j'étais plus jeune. Et je me disais, j'aimerais bien, quand j'avais 20 ans, je me disais, plutôt que d'être en couple, pourquoi pas vivre avec des amis, une dizaine de personnes, une quinzaine, dans une sorte de grande maison. Chacun aurait son lieu à lui, sa chambre, et pas forcément dans la structure du couple. Et ça me paraissait mieux que la fragmentation, l'isolement du célibat, etc. Mais bon, c'était une tentation quand j'avais 22, 23 ans. Mais vous savez qu'il y a des hommes qui suivent cette tentation réellement et ils recréent des clans, en fait. Et littéralement, c'est une thématique très forte dans les mouvements masculinistes. Il y a un projet bien concret pour certains de création d'un mini-clan une structure d'entraide amicale, exclusivement masculine la plupart du temps, je pense, mais en tout cas, il y en a qui essaient de le refaire. Et mais c'est pas forcément ça peut être du tribalisme. Certains rattachent ça plutôt à du tribalisme qu'à du monachisme. Mais bon, mais je vous dis que ça existe. Ça pourrait être aussi un thème que vous pourriez explorer vraiment, parce que non, mais là, il y en a qui le font véritablement, qui décident de fonder des clans plus ou moins néo-païens. D'ailleurs, ils sont pas forcément inspirés par le retrait du monde chrétien. Mais je voulais il y a un lien, je trouve, entre vous avez évoqué donc la vie de Rancé au début de Tour d'Ivoire, et ce qui est frappant avec les mouvements monachiques, c'est qu'ils ont été les ennemis, en tout cas les régimes totalitaires et les régimes oppressifs ont voulu, toujours détruire les ordres monastiques. Ça commence avec Henri VIII en Angleterre, ça continue avec la Révolution française en France. Après, les soviétiques vont faire pareil, Mao va faire pareil en Chine, les Khmers rouges, n'en parlons pas. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a cette lutte, finalement, il y a une lutte entre des pouvoirs politiques qui essayent
absolument de socialiser les individus et de leur dire non mais en fait vous n'avez pas le droit de sortir du monde. Et je trouve que c'est quelque chose, c'est un phénomène étonnant. Pourquoi est-ce que et on a ça peut-être dans notre société aussi, c'est l'opprobre jeté sur les individus qui essaient de s'isoler et de vivre d'une façon minimaliste et en retrait. On a une censure et un opprobre jeté sur eux de la même manière que l'on avait vraiment dans la Chine de Mao ou bon, à la Révolution française ou dans l'Angleterre d'Henri VIII, destruction bien concrète, manu militari des ordres monastiques, vu comme un danger potentiel pour la société. Je veux dire, qu'est-ce que cela vous évoque, enfin, pourquoi c'est... On peut penser aussi à Port-Royal qui a été détruit. Oui. Mais bon, c'est pas toujours détruit non plus, parce qu'il y a quand même eu des monastères qui ont perduré dans le temps, et tous les pouvoirs ne cherchent pas forcément à les détruire. La Trappe, je crois pas que ça n'a pas été détruit. Mais je sais pas, par exemple, des phénomènes comme Notre-Dame-des-Landes, justement, c'est à côté de chez moi, aussi une volonté un peu utopique de recréer à très peu une vie en autarcie, et ça a été démantelé. Donc, effectivement, c'était... Je ne sais pas pourquoi l'État n'accepte pas ces espèces de mini-sociétés en son sein qui sont absolument pas dangereuses en réalité. Je n'ai pas réfléchi à la question. Je suis désolé. Moi, j'en ai une éventuellement de question qui pourrait peut-être un petit peu... faire la transition ou le rapprochement en tout cas entre le politiquement correct d'un côté et toutes les questions de rapport homme-femme de l'autre. C'est dans les accusations qui pèsent sur nous autres qui dénonçons parfois les travers, parce qu'il en existe, du féminisme, il y a cette accusation très, très courante de misogynie. Et en tant qu'écrivain, et vu que certains de vos personnages sont quelque part considérés comme misogynes par soit leur femme, soit etc. Et comment vous définiriez, vous, la misogynie et ses limites éventuellement? Moi, je me sens pas du tout... comme tout le monde, j'ai mes accès de misogynie qui me prennent, mais je me sens pas vraiment misogyne. Et d'ailleurs, je suis quand même assez étonné qu'on m'a fait plusieurs fois le reproche, que dans tel roman, il y avait de la misogynie, etc. Mais je crois que c'est injuste. C'est qu'aujourd'hui, dès qu'on critique même un personnage de femme, on va y voir une forme de misogynie. C'est un peu étrange, quoi, effectivement, comme si les femmes étaient devenues alors je le dis d'ailleurs dans le roman, des intouchables. Alors, dans l'Omnus surnuméraire, je me souviens, je crois que c'est en page 127 de mémoire, les femmes sont décrites comme étant des déesses du réel. Et il y a ce côté un petit peu sacré et intouchable, effectivement. C'est pour ça aussi que je me suis permis de poser la question, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté, on considère que les femmes sont sacrées, qu'on ne peut pas y toucher, et que s'opposer à toute forme, le féminisme défendant les femmes, s'opposer au féminisme quelque part, c'est forcément être un misogyne. Voilà, c'est ça. Et même tenir une porte, c'est considéré comme... tenir une porte à une femme, c'est considéré comme une forme de machisme et de domination. Voilà, il y a pratiquement, il faudrait faire attention à chaque instant. C'est comme si on avait affaire à une sorte d'être hyper susceptible qui ne supporterait rien du tout. L'affaire Yann Mox, là, il y a quelque temps, était quand même assez parlante, puisqu'il avait dit qu'il n'aimait pas les femmes au-dessus de 50 ans. Ça y est, on lui est tombé dessus comme si... alors que, je veux dire... Il ne désirait pas. Pardon ? Il les désirait pas, il n'avait pas dit qu'il l'aimait pas. Oui, il les désirait pas, oui. Alors que les femmes ne désirent pas des hommes à la pelle sans qu'on leur fasse le reproche. Donc là, il n'y a plus de symétrie. Je veux dire, le jour où un homme petit, laid et pauvre sera le fantasme sexuel de toutes les femmes, je dirais oui, là, mais il n'y en a pas une pour fantasmer dessus. Donc Yann Mox a dit quelque chose qui était à peu près... Moi, d'ailleurs, je partage pas du tout
son absence de désir pour les femmes au-dessus de 50 ans. J'ai 50 ans moi-même, donc j'ai totalement. D'ailleurs, c'est quelque chose. Vous êtes un peu plus jeune que moi, mais je pense que le désir évolue avec l'âge. C'est-à-dire qu'effectivement, quand moi j'avais 20 ans, je pensais que c'était totalement impossible de désirer une femme de 40 ans. Et puis à 30 ans, je disais c'est pas possible de voilà. Et puis en avançant en âge, finalement, les femmes qui ont notre âge, on finit par les trouver jolies également, quoi. J'ai peut-être dévié là. Non, non. C'est pareil pour les femmes, j'imagine. Oui, je présume, oui. J'ai été très curieux quelque part de lire vos descriptions des scènes de sexualité, parce que il y a une sorte de, c'est un mélange, il y a un peu de pudeur, et il y a des aspects qui sont tout à fait réalistes dedans. On a l'impression que c'est une sorte de parenthèse un peu mieux. Enfin, je vais pas dire parenthèse enchantée, parce que ce serait carrément faux, mais on a l'impression que c'est un petit peu mieux que le réel, que l'habituel, on va dire, mais c'est pas non plus exaltant. Et je me suis posé la question, comment vous voyez ça en fait? Est-ce que c'est un point commun à tous les personnages, ou est-ce que c'est juste dans les deux derniers livres que la sexualité a l'air un peu moins exaltante que ce qu'elle est prétendue dans les médias traditionnels, on va dire? Non, par exemple, dans mon deuxième roman, ou même dans le premier, il y a des scènes de sexualité qui sont beaucoup plus exaltantes. Là, je pense que c'est lié à pour moi, si je parle d'une scène de sexe dans un roman, c'est pour dire quelque chose des personnages et de leur évolution. Donc, je pense que les scènes ne sont pas gratuites. Par exemple, si on prend dans Tour d'Ivoire, le passage où le personnage d'Antoine Jourdan est à la plage et qu'une jeune femme lui met de la crème solaire sur le dos, c'est un passage assez érotique. Mais les passages où ses voisins font l'amour sont un peu plus minables parce que les personnages sont eux-mêmes beaucoup moins subtils et sensibles et voilà. Donc quelque part, c'est un petit peu le miroir, le reflet des personnages eux-mêmes. Oui, je pense que des personnages et de ce moment-là dans leur histoire. Dans L'Homme surnuméraire, il y a l'histoire de Chantal Beuchet qui couche pour la première fois. Donc j'ai écrit cette perte de virginité du personnage. Donc c'était important de le décrire en essayant de montrer, et ça l'aspect romanesque est intéressant, à la fois la folie d'essence, l'espèce d'ivresse de Chantal Beuchet qui pour la première fois à plus de 40 ans va faire l'amour, et puis le côté un peu plus de l'autre personnage qui lui vivait ça comme quelque chose de pas forcément très glorieux parce que cette femme-là n'est pas très belle, et comment elle, son cœur se met à battre le lendemain matin, et alors que lui, l'essence étant apaisée, il se retrouve dans une chambre d'hôtel où il a envie de partir. Donc, ce qui m'intéresse justement dans le roman, c'est la capacité à saisir les différentes sensations, sentiments de personnages qui vivent la même chose. Oui. Le vécu, oui, finalement, qu'on vit là, objectivement là une même situation, mais elle est vécue différemment en fonction en fonction de la sensibilité qui est d'ailleurs développée aussi par la littérature, parce que vos romans parlent beaucoup de la littérature elle-même. Et bon, avant d'y arriver, je voulais justement vous demander si vous avez pas, parfois, vous flirtez avec l'idée que les jolies jeunes femmes seraient une sorte de narcotique de l'existence, en fait. J'ai l'impression que, en Tour d'Ivoire, dans différents romans, j'ai l'impression que vous flirtez avec cette idée-là. En tout cas, c'est une question qui revient sur votre plume, j'ai l'impression. Et page 11, le narrateur dit « Mon frère avait toujours entretenu une déplorable croyance en la bonté de l'existence. D'être aimé par cette fille aux cheveux blonds et à la peau très blanche, sa robe noire dévoilée pour mon grand plaisir, ses épaules et longues jambes, devait d'évidence vous aveugler plus certainement que d'avoir épousé une femme sèche et sans charme comme la mienne, laquelle de surcroît m'avait quitté pour un de mes meilleurs amis, me vouant depuis à une vie sexuelle où l'onanisme dominait largement. » Donc là, dans aucun de vos romans, vous n'avez exploré concrètement, enfin en tout cas de se publier, celle de cette vie,
on va dire, de ce personnage qui vit avec la jolie blonde, en fait. Parce que je pense, c'est une question que je me pose aussi du point de vue de... Dans L'homme surnuméraire, le personnage de Clément est avec une jolie femme. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, pardon, oui, c'est vrai qu'il est avec une jolie femme, mais qu'il ne peut pas garder, en fait, enfin... Oui, mais ils restent quand même plusieurs années ensemble, et finalement, mais j'explore quand même leur bonheur à tous les deux, à un moment Oui. où ils s'aiment, et après, je vais montrer la dégradation du couple. Oui, oui, oui. Mais vous pensez, mais oui, d'accord, donc vous répondez à la question quelque chose. Il n'y a pas de, finalement, les jeunes femmes ne peuvent pas être un narcotique de l'existence. Dans le personnage de Clément, il ne peut pas être guéri de son pessimisme, on pourrait dire, en tout cas bon, le personnage de Clément est traité d'Alceste de prise unique, c'était l'expression qu'emploie un autre personnage pour le caractériser, et sa misanthropie, en tout cas son retrait du monde, ne semble pas être guéri par la présence donc de cette jolie jeune fille. C'est un médicament, ça apaise un peu, mais ça ne guérit pas la vision sombre qu'il a de l'existence. D'accord. Entièrement. C'est parce que, bon, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais c'est la question que je me pose justement, même dans le destin littéraire, le destin, on arrive à la littérature, le destin de certains grands auteurs, en quelle mesure il n'est pas, bien sûr, déterminé par la physiologie, comme dirait Nietzsche, en quelle mesure, et je pense, voilà, aux grands artistes du 19e siècle, bon, enfin, 18e, 19e, pour Goethe, notamment, bon, Goethe qui a rencontré Schopenhauer qui vous inspire beaucoup et qui a aussi le pont avec Houellebecq, mais Schopenhauer, bon, quand il a écrit Le monde convoité comme représentation, et qu'il a montré à Goethe, bon, Goethe avait trouvé que c'était un peu tristouné et que c'était dommage qu'à 29 ans, on écrive un truc aussi pessimiste au lieu d'aller folâtrer dans les champs, comme lui, il l'a fait. Pardon ? Il n'a pas tout à fait tort, mais... Voilà, mais après ça... n'a pas tort non plus. Il a écrit son grand livre, qui est pour moi un des livres essentiels de la philosophie, et c'était bien aussi de l'écrire à 29 ans. Mais en quelle mesure ce pessimisme-là, on pourrait dire, pour être vraiment provocateur, en quelle mesure ce pessimisme-là n'est pas dû à une tare physiologique, pour parler comme Nietzsche en quelque sorte. En quelle mesure non, mais là, je serais pas d'accord parce que, bon, d'abord, je vais pas parler de moi, mais non, mais si on prend, par exemple, des grands pessimistes, par exemple, Maupassant, c'était un pessimiste. Un baiser. Ouais, c'était un baiser absolu, voilà, et c'était quelqu'un qui aimait la vie aussi. Et je pense que on a beaucoup reproché à un de mes idoles, hein, qui est Giacomo Leopardi, donc ce poète italien, qui était souffreteux, bossu, etc. On a dit que son pessimisme venait de sa bosse, au fond, et de sa vie misérable, et que s'il n'avait pas eu de bosse, il n'aurait pas été pessimiste. Et je pense que non. Enfin, effectivement, peut-être que ça facilite les choses, hein, d'être aussi laid que Leopardi pour être pessimiste, mais je pense que normalement, un auteur doit avoir les yeux grands ouverts. Enfin, et le malheur, on le voit. Enfin, c'est Baudelaire qui disait, hein, prenez un optimiste. Je crois que c'est lui, hein, dans un de ses poèmes, amenez-le à l'hôpital, amenez-le là, et puis vous verrez s'il est toujours optimiste. Je pense que le pessimisme est fondé par l'observation, et pas simplement l'observation, et pas simplement par les malheurs de l'auteur. Oui. Bah, moi, est-ce qu'on peut dire que Goethe n'était pas un bon observateur, ou Hugo, parce que j'ai cette trinité Goethe, Hugo, Wagner pour dire voilà, enfin, qui étaient bon, d'immenses créateurs et d'immenses baiseurs. Et alors, est-ce qu'ils sont, je pense qu'ils sont au-delà de la simple dichotomie optimisme-pessimisme, tous les trois, bien que, bon, Hugo, il a des poèmes qui ressemblent vraiment aux poèmes communistes du XXe siècle. Enfin, enfin bref, il a un optimisme parfois qui ressemble à celui de l'agite-prop soviétique. Mais, ouais, il y a quand même une question, parce que qui est lié à leur sexualité débordante, le lien entre sexualité et
et leur bonheur de vivre, en fait. Je crois qu'il y a quand même une question qui se pose. Moi, franchement, je crois pas. D'accord. Je crois pas parce que il y a tous les cas de figure. Effectivement, Hugo était, je sais pas si on peut dire qu'il est optimiste d'ailleurs, Hugo. Hein, c'est un grand amant, mais je pense qu'on pourrait trouver l'inverse, c'est-à-dire des auteurs qui sont des grands amants et qui sont pessimistes. Byron, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, Oui. passant, mais je pourrais en trouver d'autres. Et inversement, des auteurs qui sont optimistes et de piètres amants. Enfin, je crois pas qu'il faille forcément rapporter ça à la vie amoureuse et sexuelle de l'auteur. Même si, évidemment, l'auteur va percevoir le monde par rapport à ce qu'il a vécu. Et en ce cas-là, effectivement, quelqu'un comme Maupassant, qui était un grand séducteur, comment est-ce qu'on peut expliquer sa vision très noire des choses si on est dans ce déterminisme par la sexualité, par la vie amoureuse de l'auteur, etc. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, non, mais je pourrais pas répondre. On peut renverser l'argument, vous voyez, on peut renverser l'argument. Oui, c'est sûr. Comment peut-on être c'est ça. Et Flaubert aussi. Flaubert était un très grand pessimiste, hein, et il avait quand même beaucoup de conquêtes également. Lui, il vivait seul, donc c'est autre chose. Sartre a écrit 3000 pages pour comprendre l'idiot de la famille, pourquoi Flaubert était devenu Flaubert, sans vraiment comprendre d'ailleurs. C'est ça qui est bien finalement, c'est que l'être humain garde un peu son secret, son mystère, et on n'en vient pas à bout par la science. J'avais inventé un roman qui était comme ça, qui n'a pas été publié, qui était l'idée d'une science qui ne s'intéresserait qu'à un seul individu. Donc, avec toutes les méthodes de la science, donc l'ethnologie, la sociologie, la psychologie, etc., etc., mais pour comprendre un seul individu qui comprenait au hasard, hein, le plus banal possible, et on n'arrivait pas finalement. Eh bien, il y a de sciences que du général, non? C'est ça. Et je démarque ça, la phrase d'Aristote. Il n'y a de réel que le singulier, et de science que du général. Donc, forcément, il y a quelque chose qui échappe un peu. Oui, donc on doit faire de la littérature pour finalement. Ouais, voilà. Et on y arrive donc à la littérature, oui, à votre grand amour de la littérature, à votre hommage de la littérature qui est en même que vous faites à longueur de page, enfin pas à longueur de page, mais en tout cas c'est un des thèmes majeurs c'est une interrogation constante dans vos romans, c'est sur le statut, la valeur, la place, l'importance de la littérature pour l'homme contemporain. Alors, mais pourquoi cette interrogation constante? Parce que justement, la littérature, me semble-t-il, hein, je me trompe peut-être, c'est difficile d'évaluer ce genre de phénomène, mais j'ai l'impression qu'elle occupe plus tout à fait la même place qu'il y a 50 ans ou 100 ans. Et dans les conversations, par exemple, si vous voulez, les plus centrales, si vous voyez des amis, j'ai quelques amis à qui j'en parle toujours, mais de manière globale, on va parler peut-être de séries, de foot, je ne sais quoi, de politique, beaucoup, littérature, pas tellement. Et puis nos grands hommes politiques se référaient avant à Charles de Gaulle, parlaient de Peggy, de Nietzsche, etc. Aujourd'hui, bon, c'est pas tout à fait ça. J'ai l'impression qu'elle est en train de s'écrouler un peu. C'est ma thèse, hein, oui, je vais même me permettre de lire page 149 dans Tour d'Ivoire. Selon moi, la littérature était défaite. Il ne lui restait plus qu'à hisser le drapeau blanc de la reddition avant de finir son parcours dans les geôles de l'obscurité. J'exagérais bien sûr pour le plaisir d'écouter les bataillons de l'optimisme entonner le chant du « c'est mieux maintenant ». Et il ne manquait jamais de résonner à l'unisson. À rebours, la science triomphait. Voilà, ça continue, hein. Je ne vais pas tout lire, mais donc effectivement, j'ai l'impression que la littérature est en phase finale. C'est un petit peu juste avant la mort, le chant du crépuscule, quelque part. Ouais, je dirais pas qu'elle va pas mourir, je pense qu'elle mourra pas. Mais ce que je veux dire, c'est que sa place dans la société se marginalise. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore toujours de très grands écrivains, la littérature a toujours quelque chose à apporter, mais elle n'est plus centrale. Ou du moins, elle n'a plus la même place qu'auparavant. C'est ça que
Donc, pour le coup, dans les romans, moi, je me sens obligé d'en parler parce que quand on écrit, à un moment, on se dit, mais au fait, pourquoi est-ce que j'écris? Vous voyez, c'est puisque personne ne va être intéressé, puisque les gens vont aller voir ailleurs pour comprendre le monde que dans les livres, que dans les romans. Donc il y a un moment où je suis obligé de me confronter, et dans Tour d'Ivoire, je parle par exemple du cinéma. Star Wars, je pense à structurer la pensée même et la façon de voir de beaucoup de monde, beaucoup plus que Goethe, par exemple. Est-ce que c'est pas un problème plus général que simplement la littérature? Je me posais aussi la question parce que c'est vrai que dans Tour d'Ivoire, donc Tour d'Ivoire, c'est une revue littéraire qui a une diffusion minimaliste, hein, 200 abonnés, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment sur quelque chose de très marginal. Mais je me posais la question, est-ce que c'est pas un phénomène plus général? Parce que au fond, ne pourrait-on pas dire, par exemple, que tous les arts picturaux subissent un petit peu le même sort? Je ne suis pas certain que Monsieur Tout-le-Monde soit vraiment au fait des dernières actualités en matière de peinture moderne, contemporaine, ou de sculpture, ou quoi que ce soit, en fait. Je pense qu'il y a une sorte de... Peut-être n'y a-t-il pas tout simplement un décalage de plus en plus grand entre l'univers culturel et le quotidien? Oui, certainement. Alors, pour l'art, il y a quand même un phénomène incroyable, c'est que les musées sont quand même pleins, enfin, on peut même parfois ne pas y rentrer, hein, et même les musées d'art moderne, enfin, le musée Guggenheim, par exemple, à Bilbao, j'y suis allé l'an dernier, voilà, c'était noir de monde. Hein, mais bon, il est vrai que c'est noir de monde, mais les gens passent devant les œuvres sans vraiment les comprendre ni les voir, donc ça, c'est autre chose. Mais alors, je ne sais plus ce que je voulais dire. Quelle était la question? J'ai oublié, excusez-moi. La question, c'était par rapport à le décalage de plus en plus grand, peut-être, entre la population générale et l'art. Est-ce que l'art n'est pas, par définition, en train de devenir de plus en plus une chose d'élite, quelque part? Oh oui, je pense. Moi, je pense que oui. Alors peut-être qu'il a toujours été. Peut-être qu'il a toujours été. D'ailleurs, dans le passé, c'est vrai. Enfin, je veux dire, au XVIIe siècle, qui lisait, c'était d'abord ceux qui savaient lire, donc c'était peu de gens. Hein, et donc, c'était l'élite qui s'intéressait à Molière, à Pascal, à La Rochefoucauld. Mais je crois qu'il y a eu, à partir des Lumières jusqu'au 19e et encore au 20e siècle, l'idée que l'art serait accessible à toute la population. L'éducation nationale, normalement, devrait former des individus qui s'intéressent, qui sont curieux, qui s'intéressent à l'art, à la littérature, etc. Et dans les faits, non, c'est pas le cas. Je pense que ce qui a doublé la culture avec un grand C, c'est le divertissement. C'est-à-dire que le divertissement, d'ailleurs littéraire, parce que la littérature peut aussi être du divertissement simplement, mais le cinéma, les séries, etc., est en train de prendre une grande place. Moi, j'ai une réponse, en quelque sorte, en tout cas une hypothèse, c'est que si la grande littérature, enfin, et le grand art mettent en évidence la vacuité du monde, pour dire vite, si voilà, le grand art montre à quel point, enfin, la grande littérature en particulier, à quel point nous évoluons sur un théâtre d'ombre, en fait, et que voilà, nous disons nos tirades et aussi nous disparaissons dans le néant. Donc, finalement, il y a un memento mori derrière toutes les grandes œuvres, et puis cela n'est pas très compatible avec le fait de former des citoyens optimistes qui vont contribuer à bâtir un monde nouveau et débarrasser de toutes les tares, de toutes les discriminations, etc. Je pense que peut-être que ceux qui ont mis en place le système éducatif, etc., qui voulaient élever les individus vers les sommets de l'art, bon, partageaient peut-être un optimisme trop hugolien, pour revenir à un personnage que nous avons déjà évoqué, c'est que de croire que finalement on pourra ramener tout le monde vers les cimes, mais en fait non, parce que ces cimes, les vraies cimes, sont pas très hugoliennes. Les vraies cimes sont plutôt, disons, désenchantées et peut-être schopenhaueriennes ou peut-être baudelairiennes, ou en tout cas, est-ce que
bon, parfois vous vous amusez avec des personnages qui essayent je pense à Bernard, à votre le premier roman que vous avez publié, qui essaye de quelque part d'entrevoir la grandeur de certaines idées, et puis c'est ridicule. Donc, peut-être le projet d'éducation, peut-être, d'une façon générale, ne peut pas concilier l'aspiration à cette littérature que vous appréciez et que j'apprécie aussi d'ailleurs. Je veux dire, vous imaginez pas. Enfin, on a parlé de Sioran dans l'autre émission. Dire, on va pas être. Est-ce que les lycéens pourraient plancher sur Sioran? S'ils comprenaient vraiment Sioran jusqu'au bout, est-ce que ça serait des grands bâtisseurs de sociétés tolérantes? Ne se serait-il pas suicidé avant, tu vois? Peut-être que, enfin, et en même temps, je pense que Sioran est particulier quand même à ce point-là dans le pessimisme. Mais il y a, et pour me contredire moi-même 30 secondes plus tard, je dirais que c'est sans ce grand art qui désillusionne un petit peu les individus, les citoyens, etc. Mais on court vers de grands malheurs aussi. C'est parce que je pense que j'aime beaucoup une phrase d'un psychiatre écossais, pour le coup, un gars qui faisait partie du mouvement antipsychiatrique, qui s'appelle Roland Lang, qui disait la seule souffrance que l'on peut éviter dans la vie, c'est la souffrance qui vient du fait d'essayer d'éviter les souffrances inévitables. Donc, et je crois que beaucoup de personnes souffrent atrocement, en fait, de nos jours, en essayant d'éviter les souffrances inévitables. Et ça serait une grande leçon de la littérature. Et je pense que ça, c'est aussi la vertu de vos romans, c'est que vos personnages, finalement, sont assez heureux parce qu'ils s'évitent des tas de souffrances en fait, auxquelles ils seraient exposés, et s'ils prenaient la vie trop au sérieux, s'ils prenaient ce qui arrivait trop au sérieux, comme la plupart malheureusement de nos compatriotes, enfin, nos contemporains, ou nos co-spatiaux, comme je l'avais dit. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais je suis d'accord avec vous. Effectivement, une société qui veut éradiquer le mal, et puis dans un sens, et de l'autre côté, qui ne veut que des consommateurs, etc. Il suffit de voir les dépliants touristiques. Hein, c'est toujours merveilleux, c'est toujours beau, les publicités, c'est toujours beau. Donc effectivement, l'art ne cherche pas à montrer que la vie est belle. Enfin, donc, c'est en contradiction. Même si, évidemment, dans l'art, on pourrait avoir aussi des contre-exemples, hein, parce qu'il y a des grands musiciens. Mozart, c'est plutôt l'allégresse. Hein, il y a des peintres qui montrent la beauté des choses, mais c'est pas cette beauté un peu frelatée qu'on voit un peu partout. Et donc, je pense que cet art s'oppose. Là, il est vrai que je n'avais pas tout à fait pensé à ça, mais peut-être que tout simplement la littérature et l'art est en contradiction avec un type de société. Peut-être, oui, dans le sens où, comme vous le dites, on cherche plutôt l'optimisme, l'action, le tragique peut-être, étrangement, puisque les dieux ont un peu disparu quand même. Et étrangement, le tragique devrait être là et devrait être très présent. Et le monde dans lequel on est, dans les représentations qu'on nous propose, le tragique n'est pas tant présent que ça. Ouais, on évacue le malheur dès qu'il apparaît. En fait, on ne s'y attarde pas parce que c'est rabat-joie. On ne médite pas au malheur qui survient. Voilà, les trucs d'Heidegger, hein, peut-être qu'on est passé la raison calculante, hein, la raison qui médite n'est pas très à la mode. Hein, la raison qui calcule, oui, qui calcule tous les sens du terme, le meilleur bien-être possible. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres sur le bien-être actuellement, hein, comme les méthodes pour être pour être bien, les méthodes il y a des méthodes partout. Enfin, c'est une explosion des méthodes pour être pour comment dire, maximaliser sa vie. C'est un peu ça aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, et qui la rend encore plus, risible par un moment, parce que plus le projet de maximaliser tout son potentiel,
tous ces. Il y a une chose là, justement, parce que moi j'enseigne aussi. Maintenant, on parle beaucoup, enfin, de compétences. Vous voyez, on va plus mettre des notes sur une copie. On va dire un tel élève a telle ou telle compétence. Et moi, ça me choque énormément parce que c'est l'idée que l'individu est une sorte de robot avec des boutons qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Donc, il a la compétence écrire une introduction, la compétence, etc., analyser un texte, la compétence calculer. Cette façon de percevoir l'être humain comme une machine qui fonctionne plus ou moins bien, finalement, est compatible avec l'idée que ces machines qui fonctionnent doivent fonctionner le mieux possible en maximisant toute leur virtualité. Oui, par l'intermédiaire de la société de consommation en même temps. C'est-à-dire, Oui. faut que c'est une demande à la fois il y a une demande, rendez-nous, faites de nous les machines les plus performantes que l'on puisse être, afin d'être le plus intégré dans et afin que l'on puisse consommer du mieux possible, parce que sans les compétences, le meilleur travail possible, qu'on soit les meilleurs consommateurs possibles, qu'on profite bien de nos vacances aux Maldives. Oui, c'est ça, que l'on réussisse nos vacances. Oui. On doit réussir nos vacances, ça c'est très connu. Voilà. Ça. On doit faire telle destination. Hein. Il faut avoir fait les États-Unis, il faut avoir fait l'Italie, etc., etc. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'on a changé de enfin, j'étais un peu pédant, mais de paradigme. Hein, c'est de notre perception du monde. C'est pour ça que je parle souvent de la perception littéraire ou artistique, parce que c'était pas la même. C'est une perception qui partait de la sensibilité, des erreurs. Oui, mais en même temps, il y a un retour. Très intéressant, c'est qu'il y a un retour frelaté de la dimension littéraire de l'existence, parce que tout le monde a à la bouche le storytelling. Je sais pas si vous avez, enfin, qu'est-ce que c'est que le storytelling? C'est une perception quelque part littéraire de la vie, mais en fait décharnée et réduite à un ensemble de schèmes et de. Oui, mais derrière tout ça, il y a une nostalgie, pour dire, c'est l'hommage que le vice rend à la vertu. Il y a une nostalgie d'une perception littéraire du monde, parce que la perception littéraire, c'est finalement, c'est la manière dont nous parlons à nous-mêmes, tout simplement. C'est notre dialogue intérieur, bon, qui est tout simplement élaboré, ciselé avec l'aide des grandes plumes, dont vous faites partie, c'est-à-dire que les grandes plumes, enfin, les auteurs devraient nous aider à mieux pouvoir articuler notre propre pensée, notre propre discours intérieur, et puis nous aider à mieux percevoir, à percevoir le monde. Ouais. Mais moi, j'ai souvent cette métaphore de la forêt, parce que moi, je suis pas très doué en flore et en faune, etc. Et quand je me promène, je dis toujours que je vois sans doute beaucoup moins de choses que quelqu'un qui sait mettre des mots sur les arbres, sur les fleurs, et donc ce que je voulais dire, c'est que la littérature, au fond, c'est ça, de manière analogique, elle va mettre des mots sur beaucoup de choses qu'on vit, et si on n'a pas ces mots, on les vit sans vraiment en être conscient, donc on ne les vit pas vraiment, vous voyez. Mais là, c'est ce que fait Mauss aussi. On pourrait rendre hommage à avec sa dernière trouvaille de la Tradas. Il y a une invention littéraire derrière. On la verra beaucoup plus, si vous voulez, la Tradas, on la verra beaucoup plus maintenant, avec un concept. Le mot va faire exister vraiment la chose, alors qu'avant, on l'apercevait sans vraiment l'apercevoir. Est-ce qu'il y aurait un concept similaire dans les rapports hommes-femmes qui mériterait un mot auquel que vous percevez, mais pour lequel la langue française ne compte pas de mots? Alors là, c'est une colle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais Tradas, Radu m'a expliqué ce que ça voulait dire. C'est Arsinoé, c'est ça. Hein, c'est Arsinoé dans le Misanthrope. C'est-à-dire que c'est la femme qui, dans sa jeunesse, si j'ai bien compris, s'est beaucoup éclatée, hein, comme on dit aujourd'hui. C'est à analyser. Et qui, un peu vieillissante, redevient plus sérieux, s'arc-boute à la tradition, à la morale. C'est ça. Oui, c'était exactement ça. Ouais. Donc, dans Arsinoé, du Misanthrope de Molière, il y a un personnage qui est exactement ça. D'ailleurs, j'avais cité Molière, le Misanthrope, en introduction de la vidéo, donc ouais. Oui, c'est que au-delà, donc dans ce que j'ai beaucoup apprécié dans le dernier roman, donc Tour d'Ivoire, c'est que plus que une réflexion sur la littérature, c'était aussi une réflexion sur
le fait que personne ne se scandalise de ce lent désintérêt pour la littérature. En fait. Et il y a un méta-scandale que moi j'ai perçu en fait dans le roman, c'est que il y a l'auteur, enfin le narrateur, personnage principal, assiste effaré à un désintérêt croissant en fait du monde entier pour la chose littéraire. Et il est là en fait un peu le dernier gardien du temple. Il y a quelque chose de religieux quand même dans la vision de la littérature. Et, et, euh, et je vois qu'il y a quelque chose de très surannien en fait dans l'attitude qu'a le narrateur donc de s'opposer à ce lent effritement de l'intérêt pour la littérature. Il y a parce que qu'est-ce qui avec le désintérêt pour la littérature, on prend les choses trop au sérieux. Et il y a un jeu entre le comique et le tragique. Et le tragique, finalement, c'est de vivre. Le tragique ne serait-ce pas de vivre dans une plaisanterie? Ça, c'est une question que je voulais vous poser. J'ai l'impression que c'est la question que vous posez avec la disparition de la littérature et le désintérêt de la littérature. N'est-ce pas? Ne glissons-nous pas dans un cauchemar si on ne voit pas que la vie est une plaisanterie? Est-ce que si on n'arrive pas à se détacher de la plaisanterie qu'est la vie, est-ce que on ne vire pas véritablement dans un cauchemar? Parce que bon, c'est Kafka, les romans de Kafka sont des plaisanteries. En fait, on pourrait les voir comme de grandes plaisanteries menées, vécues très sérieusement. Et même pas d'une manière générale, si on oublie la littérature, on prend la vie trop au sérieux et du coup, on vit une vie tragique sans la notion du tragique. Oui, sans la notion du tragique, qui rend la vie odieuse en fait, parce que la littérature devrait, bon, pour prendre le terme sartrien, néantiser un petit peu le réel, mais cette néantisation, elle libère un peu. Et, alors que ce déni de la littérature, soi-disant pour que l'on s'occupe sérieusement du monde, on pourrait penser aux thèses sur Feuerbach. On a assez interprété le monde, il faut le transformer. On a l'impression que tout le monde est agité par la 11e thèse de Feuerbach sans qu'ils connaissent la thèse sur Feuerbach. Tout le monde est agité par l'idée de transformer le monde. et il faut plus l'interpréter. Et donc ça pourrait nous amener dans des situations beaucoup plus tragiques que celles d'aujourd'hui, en fait. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu. Il y a un cri dans votre roman. Attention, avec la littérature, on va perdre plus que la littérature. Oui, parce que je pense que c'est une façon de mieux se comprendre, comme je disais tout à l'heure, hein, de mieux percevoir le monde, de voir les enjeux, et sans cela, il ne reste plus qu'effectivement des sciences, la sociologie, hein, la psychologie, et l'homme devient un rat de laboratoire qu'on peut expliquer, et lui-même se vit dans un monde qui n'est pas très drôle finalement, parce que, enfin, je dis la littérature, mais c'est aussi donc tout ce que est la poésie, la peinture, l'art, la poésie du monde, parce que c'est ça qui compte en réalité. Hein. C'était, je crois, Hölderlin qui parle de la fameuse phrase « habiter le monde en poète » ou « poétiquement le monde ». Et ça, c'est plus important que simplement consommer, vivre, vouloir changer le monde. Changer le monde, c'est un peu grotesque. C'est rater quelque chose, vouloir absolument changer le monde. Enfin, c'est évidemment qu'on peut améliorer le système politique, qu'on peut faire que les hommes soient plus libres, qu'il y ait moins d'inégalités, mais la question de l'existence restera entière. Imaginons une société communiste où tout le monde finalement a la même, était dans l'égalité, gagne à peu près la même. La question de l'existence est toujours là. Elle n'est pas comment dire, résolue par une solution politique. Même si la politique a son intérêt, évidemment. Si elle est résolue, vous allez au goulag. Que dans une dictature, dans une tyrannie. C'est important, mais il y a aussi autre chose. Et l'existence, là, je dirais, excède le politique.
Non, mais là, vous êtes un défaitiste, dirait un censeur politique. Non, mais c'est-à-dire, là, rétrospectivement, c'est ce qu'on a dit à des gens qui pensaient les mêmes choses que vous dans les années 30 en Union soviétique et dans les années 50 dans les pays de l'Est. Il y a tous ceux qui avaient des pensées, ne serait-ce que sceptiques par rapport à l'optimisme dictatorial, bah, c'était des défaitistes. Et ils étaient éliminés comme tels. Donc, non, mais c'est vrai. Je pense que de croire que la politique est la clé de l'existence, je pense que c'est faux. Même si je ne nie pas l'importance de la politique, attention. Je pense que effectivement, il faut un système politique le plus juste possible, une économie la plus équitable possible, tout ce que vous voulez. Mais la condition humaine ne se réduit pas à cette dimension du collectif. Parce que, encore une fois, si tout le monde était dans une société communiste et dans l'égalité, eh ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant, les gars? Qu'est-ce qu'on fait? On casse tout, disait Dostoïevski. On casse tout, oui. C'est la grande fourmilière où tout le monde sera égal à l'autre, etc. Ça peut paraître un cauchemar aussi, hein, d'ailleurs. Hein, cette grande fourmilière où tous 1 égale 1, tout est pareil. Enfin, ça peut aussi être un cauchemar. Dans le manuscrit, dans un souterrain, il dit qu'on casserait tout. Il dit que même si on y arrivait dans cette société idéale, là, on ferait tout pour la détruire. Et cette société idéale, j'y ai souvent pensé, mais ne ferait que souligner les inégalités physiques, par exemple. La beauté et la laideur seraient d'autant plus... Parce qu'un type très laid, au fond, il peut toujours se dire, en travaillant à fond, je vais peut-être gagner des places sociales et je vais pouvoir séduire, etc. Mais là, lui, il n'aura plus rien. Hein, c'est fini. Mais il y a... Ah, mais vous savez l'inégalité ressortira encore, donc encore plus. Alors, je fais un appel à un traducteur de l'anglais qui nous écouterait parce qu'il y a un livre déjà ancien qui parle de ça, qui s'appelle Facial Justice de L.P. Hartley. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur anglais. En fait, c'est un livre sur justement ce monde idéal où justement on va même corriger les gens qui sont trop beaux, on va leur faire des opérations esthétiques pour qu'ils ne soient pas trop beaux, pour pas justement. Voilà. C'est un livre déjà qui date de 1960, qui traite de façon humoristico-dramatique exactement le problème dont vous parlez, qui n'a malheureusement pas été traduit en français, ce roman. Voilà, donc je fais un appel aux traducteurs qui nous écouteraient. Vous pouvez le traduire. Pardon? Vous pouvez le traduire, vous Radou? Non, mais aux éditeurs qui voudraient. Ah oui. Enfin, pardon, j'ai dit aux éditeurs qui voudraient s'y intéresser. Voilà. Donc voilà, peut-être que du coup ça peut. Enfin, moi, ça me permet de transition peut-être vers une dernière question, je dirais, par rapport à la place du roman français en tant que sur la scène internationale. Il y a pas si longtemps, on considérait que la France était l'un des leaders absolus en matière de littérature. Est-ce que vous considérez que c'est toujours le cas, ou est-ce que il y a cette espèce de rivalité, je dirais, avec la littérature américaine ou anglo-saxonne en général? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Comment vous percevez ça? Je pense que là, la France a perdu sa domination. Là, c'est clair que les Américains, d'ailleurs dans tous les domaines, hein, dans leur cinéma, ont réussi leur coup, et le roman français est un petit peu à la traîne. Je crois que je connais pas exactement les chiffres, mais concernant les traductions de romans français aux États-Unis ou dans le monde, les chiffres sont pas très très importants. Et inversement, les romans américains, eux, sont énormément traduits en France. Et moi, je prendrais mon exemple personnel. Je sais que mes romans se vendent beaucoup moins que les romans des auteurs américains qui sont traduits dans ma maison d'édition. Parfois, ça peut être 3, 4, 5, 6 fois plus, même plus. Et vous pensez que c'est principalement un problème de style qui est plus adapté au grand public? Est-ce que c'est un problème, on va dire, d'approche, ou est-ce que c'est peut-être les auteurs qui sont traduits, ceux qui sont traduits sont a priori peut-être plus renommés quelque part, peut-être mieux connus du grand public, ou
Ah, je crois pas, non. Ceux qui sont traduits enfin, non, je parle de la maison d'édition. En tous les cas, ils sont pas plus connus que ça, hein, mais je pense qu'ils intéressent plus déjà les critiques. Ils intéressent plus le public. Si vous voulez, si vous faites une intervention dans une librairie, si vous êtes un romancier américain, tout le monde, oh là, super, un romancier américain, un romancier français, bof. Je sais pas, j'ai cette impression-là, hein, je me trompe peut-être, il faudrait demander aux éditeurs comment ils perçoivent la chose. Moi, c'est cette impression que j'ai. Moi, j'avais noté aussi cet aspect très amusant dans la langue française en général. Quand on utilise des mots anglais, c'est presque toujours pour donner une connotation positive. Enfin, ça donne l'impression que quelque chose est mieux. Si c'est dit en anglais, c'est tout de suite plus sympathique, plus optimiste, plus joyeux, etc. C'est très utilisé, c'est abondamment utilisé dans la communication en particulier et la publicité. Ouais, Mais ouais. mais peut-être qu'il y a une image de marque qui fait que tout ce qui est anglo-saxon est positif par définition. Je pense que c'est ça. C'est une connotation liée à la domination américaine qui, ce sont nos maîtres. Donc, dès lors qu'on s'exprime dans leur langue, c'est positif. On est dans la langue des vainqueurs. Je pense qu'il y a de ça. Et par rapport au cinéma, j'ai une question à vous poser parce que c'est un ami qui m'a demandé de vous poser cette question-là et j'ai oublié, mais j'y pense avec l'évocation du cinéma. Est-ce que vous avez vu le film American Beauty? Ah oui, je l'ai vu à sa sortie, mais c'était il y a 20 ans ou 25 Parce ans. que est-ce que vous avez pensé à ce film pour L'homme surnuméraire? J'y ai pensé moi aussi. Hein. Pas du tout, non. Non. Non? Il y a des points communs. Il y a des points communs. La crise de la quarantaine en particulier, et puis je dirais ce côté le couple qui vacille, qui s'étiole. Et il y a un peu de, il y a des points communs quelque part, mais il y a plein d'aspects aussi qui n'existent, enfin qui ne sont pas du tout transposables. En particulier enfin dans le film, le père a un rapport assez obscur avec une des amies de sa fille, qui doit avoir 15 ou 16 ans de mémoire. Donc il y a tout un aspect un petit peu trouble au niveau de la sexualité du père. Mais c'est vrai que sinon sur la partie crise de la quarantaine, etc., il y a des points communs. J'y ai pensé aussi. Mais si je me souviens bien dans American Beauty, je ne m'en souviens plus tellement, je l'ai vu une seule fois, le personnage qui est joué par Kevin Spacey, c'est ça? Oui, exactement, ouais. Est-ce qu'il est vraiment repoussé par ses enfants et sa femme? Il est repoussé par sa femme et je crois par sa fille. Enfin, de mémoire, il n'a qu'une fille. Alors, je crois qu'il est plus repoussé par sa femme que par sa fille, mais il me semble que les deux, quand même, sont plutôt contre lui, quelque part. Et d'ailleurs, c'est un excellent film pour nos auditeurs. Et je me permets de signaler, il y a dans l'iconographie, la manière de filmer le film, il y a un indice visuel qui est utilisé régulièrement, c'est la rose rouge qui permet de signaler que quelque chose est faux. Donc à chaque fois qu'il y a une rose rouge qui apparaît dans le visuel, c'est qu'il y a quelque chose de faux. C'est beau, mais en réalité c'est une beauté fausse. D'accord. Bon, voilà un angle pour un prisme pour revoir le film. Oui, enfin voilà, moi je donne juste l'anecdote. Mignonne, allons voir si la rose. Non, exactement. Je voulais quand même vous demander des questions. Enfin, j'ai eu deux questions quand même que j'ai oublié de vous poser. C'était quels étaient à la fois vos auteurs de prédilection. Bon, j'aurais dû vous le demander plus tôt, mais bon, on a parlé de Schopenhauer déjà, mais et aussi les auteurs vivants que vous conseillerez plutôt. Enfin, des auteurs vivants, parce que j'en ai trouvé moi deux dans vos romans dont vous parlez de façon récurrente, c'est Bergogneau et Jean-Pierre Georges. Peut-être il y en a d'autres dont vous voulez parler, ou en tout cas déjà deux. Dans les auteurs vivants, oui, j'aime bien Mathieu Young, par exemple, qui a sorti un très grand roman l'an dernier, qui n'a pas eu le succès qu'il méritait, qui s'appelle Le Triomphe de Thomas Zins. Et aussi, lui, Mathieu Young parle de la société actuelle avec beaucoup d'humour et de romantisme dans ce roman. Benoît Dutertre, qui écrit des romans qui sont souvent des fables sur l'époque. Il y a
Richard Millet, qui dans certains romans est très, très bien également. Il y a beaucoup d'auteurs, effectivement Jean-François Georges, qui est un auteur qui écrit des petites pensées, des aphorismes qui sont très drôles. C'est pas Jean-Pierre Jean? Oui, Jean-Pierre Georges. Jean-Pierre Georges, oui, qui est vraiment un auteur extraordinaire. Hein. C'est un peu, si vous voulez, alors vous, Radu, vous pourriez vraiment aimer ça, parce que ça ressemble à Sioran. Il y a des points communs avec Sioran. Mais en plus léger, peut-être. Hein. Ah ben, Moss aussi, tu aimeras. Ouais, non, mais vraiment. Probablement, oui. C'est pour ça que j'en parle dans le roman. Hein. D'ailleurs, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, Jean-Pierre Georges. J'avais fini le roman. Hein. À Chinon, il est extrêmement sympathique. Vous avez fait un placement de produit. Vous avez fait quoi un placement? Un placement de produit? Mais c'est comme ça qu'on dit dans le langage YouTube quand on parle d'un. Enfin, normalement, on doit faire un avertissement au début de la vidéo. Attention, placement de produit. Vous n'avez pas fait d'avertissement dans votre roman. Là, attention. Mais c'est autorisé en littérature, Radu. Non, mais je plaisante. Non, il y en a. Là, oui, Pierre Bergogneau, c'est très bien. Enfin, bon, c'est particulier, Bergogneau. Hein, c'est un marxiste. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, j'ai pas lu. Mais... Il y a des points qui pourraient peut-être discutables. Enfin, il a une langue. Il est très intéressant. Il est toujours. Il apprend des choses quand on le lit. Bon, Houellebecq, bon, ça c'est évident. Tout le monde en parle. Je crois qu'il y a beaucoup d'auteurs intéressants aujourd'hui. Mais finalement, donc l'époque n'est pas si décadente alors. Non, mais moi je pense pas du tout que l'époque soit Enfin, non, je veux dire, il y a toujours des auteurs, il y a toujours des créateurs. C'est simplement qu'il n'y a pas forcément un public pour. Houellebecq étant un des rares auteurs, à mon sens, de grande qualité, qui vend énormément. Parce que Jean-Pierre Georges, même Mathieu Young ou d'autres, ou même Dutor, finalement, ne vendent pas tant que ça. Ou même Millet, maintenant, qui vend peu. Bon, Renaud Camus, alors ça, c'est un autre problème. Renaud Camus, il a été viré de ces deux maisons d'édition. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui est très intéressant, c'est Bruno Lafourcade, donc, que vous connaissez, qui, lui, a un style alors, vraiment très drôle, étincelant, et qui écrit des essais, des romans qui ont une force. Je pense vraiment que là, il y a plusieurs textes de lui qui s'annoncent, dont un livre qui va bientôt paraître qui s'appelle Une jeunesse les dents serrées. Je pense que là, il y a une œuvre en train de se révéler. Rien que le titre, je le trouve excellent. Une jeunesse les dents serrées. On sent déjà toute la hargne de Lafourcade. Peut-être que nous ferions une émission avec lui, peut-être, Moss. Ouais. Ah oui, moi, c'est bien sûr, avec plaisir. Hein. Ah bah, il sera. Oui, et en plus, il est très drôle. Hein. Et c'est une vraie personnalité. Voilà, c'est une vraie personnalité. Quand on le rencontre, j'ai rencontré aussi, il y a quelque chose quoi, d'étonnant chez lui. Et alors, les auteurs de prédilection, parce que je l'ai fait à l'envers, alors du coup, à part... Bon, il y a Flaubert hein, parmi les romanciers. Évidemment, c'est un peu mon maître. Proust. Mais également, alors des gens qui sont moins connus, enfin qui sont très connus, mais qu'on lit pas forcément, qui sont Leopardi, dont je parlais tout à l'heure, Fernando Pessoa, Witold Gombrowicz, romancier essayiste polonais qui a une œuvre extraordinaire, Sioran évidemment, Thomas Bernhardt, voilà. Alors plus lointainement, ça se voit, je pense dans le roman, hein, Montaigne, je crois que je le cite, hein, Blaise Pascal. Les classiques français. Et puis Schopenhauer, évidemment, Schopenhauer. Nietzsche, dans un moindre degré. Mais j'ai d'abord commencé par Nietzsche, je sais pas si vous, comme beaucoup, hein, j'ai découvert Nietzsche vers l'âge de 18 ans, ça a été un éblouissement. Et puis, un peu plus tard, j'ai découvert Schopenhauer et j'ai dit non, je préfère Schopenhauer parce que c'était plus clair pour moi. Mais comme Sioran, vous avez suivi l'itinéraire de Sioran. Sioran aussi, il avait commencé par... Oui, il commence par Nietzsche et après il trouve très vite que bon, il est un peu trop optimiste. Non, mais c'est surtout que Nietzsche, il dit tout et son contraire par moment. Enfin, c'est très exaltant parce qu'on a l'impression qu'il casse tout. Moi, je le compare souvent à Socrate, c'est-à-dire que Socrate, quand il interrogeait les jeunes Athéniens à Athènes, les Athéniens après ils comprenaient plus dans quel monde ils étaient, parce qu'il les faisait douter. Et Nietzsche
lui, comme il dit, voilà, vous croyez que le bien c'est ça, mais c'est pas ça. Vous croyez que le mal c'est ça, mais c'est pas. Enfin, il remet tout en cause. Sauf que après, on a besoin de quelqu'un qui va reconstruire un peu et qui va structurer la pensée. Et là, Schopenhauer, pour moi, a joué ce rôle. Parce que il montre les liens. Alors ça, c'est très important. Même s'il a tort sur un certain nombre de points, il montre les liens entre la morale, la métaphysique, la logique, l'amour, la mort, la littérature. Tout prend une sorte de cohérence et tous les liens sont définis par lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, je propose de conclure après cette envolée philosophique dans les terres éloignées de Schopenhauer pour vous remercier encore une fois, Patrice Jean, pour votre temps. Merci de m'avoir invité dans votre café. Donc, si j'ai bien compris, c'est un café, même si on n'a pas bu de café. Voilà. Ah, en ce qui me concerne, j'ai bu un cidre. Voilà. J'ai bu au mon verre. Prochain, donc pour les livres, je redonne les titres rapidement, même si on en a déjà abondamment parlé. Les deux derniers s'appellent Tour d'Ivoire, donc Tour d'Ivoire, juste publié il y a 3 semaines, et celui d'avant, c'est L'homme surnuméraire. L'un et l'autre sont d'un grand intérêt et sont brillants, on peut le dire. Donc, vous trouverez des sources en description complémentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager autour de vous si elle vous a plu. Et puis, nous vous retrouvons, chers auditeurs, dans 2 semaines pour le prochain Café des Hommes. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.